J'ai remarqué un truc, surtout chez les athlètes qui commencent à être genre vraiment forts. Ils ont tous un peu leur style, tu vois. Maintenant, t'as vraiment le style Daylong, le style Ilyes, Ivan. Tu vois, Daylong, ça va être quand même pas trop posing, mais un peu quand même. Ouais. Mais je veux dire, esthétique du corps. Shredded. On fait des 10K steps avant tout le monde, parce que c'est lui qui a amené un peu le truc, tu vois, dans le street. Et on fait des grosses maltaises, etc. Ça aime le design, etc. Ilyes, ça va être vraiment le streetwear, l'humour et tout ce qui va être edit, machin. Mais tu vois, chacun a son style. L'Ivan, ça va être posing dans la chambre, tu vois. Les grosses perfs à côté. Hard wave, un petit peu quand même à l'ancienne. Des lights, tu sais, ils ont leurs couleurs, etc. Oui. Toi, Axel, moi, j'ai pas de style. Si, j'ai envie que tu définisses un petit peu ton style, justement. Ce serait quoi? Moi, je pense avoir quelques idées de toi. Mais je pense que c'est peut-être pas encore autant construit que les autres, parce que je pense que plus t'es là sur les réseaux, plus tu postes, etc., tu te construis un petit peu un style, tu vois. Bah oui. J'espère que le chat, il va pas grimper sur la caméra. Non, il est en train de regarder la cam. Je pense que ce qui l'intéresse là, c'est la glace derrière. Oui. Du coup, toi, ça serait quoi, toi, ton style un peu? Putain, ouais. En fait, je pense que mon style actuel, ça sera les perfs assez courtes déjà. En tout cas, dans la partie perf, tu vois. Genre des combos, surtout doigts, sol. Oui, c'est vrai que c'est pas des combos interminables. Ouais, non, j'aime bien faire beaucoup. Ouais. Dans une séance, tu vois, beaucoup de combos, de petits combos et tout, et essayer de faire un truc un peu qualitatif et stylé. Et derrière, sur les réseaux, en vrai, je me cherche encore un peu, tu vois. Ouais. Parce que pour l'instant, j'essaie de faire des tutos pour que ça marche un peu, tu vois, pour amener sur des gens. YouTube, par exemple. Là. Ouais, ou même sur les réels Insta, tu vois, ça ramène pas mal. J'essaye de faire des trucs un peu, genre, je sais pas, le réel de la co, là, tu l'as vu ou pas? De la quoi? Moi, maintenant, tu vois, t'as Ilyes, c'est le GOAT de la calisthénie. Ouais. Ben moi, je suis la co de la calisthénie. Je suis la grosse vache de la calisthénie. Tu vois, parce que j'avais fait un réel où, tu vois, j'apparais souvent derrière les réels de Mathilde. Ouais. Et Ah, mais oui, mais j'ai vu. Mais d'ailleurs, et du coup, je me suis fait insulter, genre. Ouais. Genre, Mathilde, elle est en train de perf. Elle est en train de perf là. Toi, t'es dans le canapé là. C'est ça. Et en fait, de toute façon, t'as deux solutions possibles. Soit je suis le mec adorable qui la regarde. Et du coup, bah, les gens ils vont dire waouh, trop bien et tout, coupe le goal, machin. En mode, ton mec il accepte que tu fasses ça, machin et tout. Ouais, aussi. Ouais. Ah bah, ouais, en fait, t'as le côté positif. Ouais. Après, t'as que le côté négatif. Ouais, ton mec il accepte que tu fasses ça. Ouais, ton mec c'est une grosse vache sur le canapé et tout, machin. Et du coup, j'en ai fait un réel. Ouais. Et puis, il a bien marché. Hein. Il m'a fait 1 million de vues en 3 jours. Je crois, à peine. Et ça continue là de monter là. Ça me fume comment tu peux faire réagir les gens trop facilement. Ah, j'ai fait un montage avec tous les commentaires, j'ai même mis les noms et tout. S'en fout complet. Et du coup, ouais, j'essaie de faire des trucs comme ça, des petits, tu sais, ou suivre les trends un peu. Ok. Parce que sur les réseaux, ouais, faut. Et quand est-ce que tu crées ta trend? Ma trend? Ouais. Putain, mais je vais faire quoi moi? Non, je sais pas. En vrai, moi, ce que je vois, c'est que. Quand on pense Axel OS, on pense des choses qualitatives, tu vois. Ouais, ça j'aime bien. Déjà, tu vas poster de la clean form et tout, tu vois, pas beaucoup de try quand tu testes des trucs. Ouais. Ça reste assez propre. Niveau de l'image, c'est assez propre. Oui, ça j'adore. Même quand tu fais des vlogs, etc., c'est clean. Bon, chez toi, c'est assez clean, etc. Il y a des belles choses. Enfin bref, tu restes un mec où tu vois, visuellement, c'est assez quali, tu vois. Bien la qualité, ouais. Ouais. C'est ce qu'on remarque dans ton street. Dans tes vidéos, enfin sur Insta, etc. Tu vois. Mais après, peut-être que justement, avec le temps, tu vois, quand tu seras encore plus fort, quand tu auras encore plus aiguillé ton style, bah tu pourras projeter quelque chose de peut-être encore plus toi, tu vois. Oui, je pense qu'au bout de 5 ans de street seulement, entre guillemets. C'est vrai, mais c'est vrai que t'es un nouveau en fait. Hein. Mais moi, je suis encore jeune dans le street. On a le même âge, je crois que je suis même plus vieux que toi, et pourtant, genre, tu es plus vieux que moi dans le street. C'est vrai qu'on pourrait croire que genre ça fait longtemps que t'es là. Attendez, on va juste dégager mon chat. Je pense qu'il a compris. Ouais, du coup, on pourrait... Je crois que je vais fermer la porte. Hein. Vas-y, quand tu veux. Au pire, on coupera à ce moment-là. Ça éviterait qu'il saute sur la cam, tu vois. En fait, il sautera pas, c'est juste qu'il essaiera d'aller lécher le... Ah oui, ouais. La glace. Ça peut peut-être faire bouger la cam si... Oui, en plus, ouais. Hop. Ça fait pas si longtemps que ça que tu fais du street. Bah ouais, c'est pour ça que genre... 5 ans. Ouais, quand t'as commencé pendant le Covid. Oui, ça fait 5 ans et en gros j'ai tout rassemblé pour dire que j'ai commencé en janvier 2021. Okay. Même, ouais.
Mais what? Ça fait 5 ans et je sais plus. On est quand là? On est en mai. 5 ans et 5 mois. En vrai, tu vois, j'ai fait un podcast avec Melvin. Oui. Tout le monde était choqué en mode putain, Melvin, il a commencé après le confinement et tout, genre 4 ans et demi, genre il a ce niveau-là. Ouais. Mais toi, gros, en 5 ans, t'as ce niveau-là aussi, tu vois. Ouais, les gens pourraient oublier aussi. Hein? Je suis loin du niveau de Melvin. Hein. Bien sûr, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire que la plupart des gens, en 5 ans, ils commencent à débloquer leur full. Oui, ouais, leur full press, leur première maltaise, leur premier frontier pull-up to touch, etc. Tu vois. Donc, et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup à nous apprendre, parce que déjà tu as un putain de niveau, tu vois, en 5 ans, et en plus tu as une certaine maturité, je trouve, dans ce sport-là, tu vois. Ça va, à 40 ans, ça commence à venir. Et là, j'ai envie de te poser quelques questions, genre, c'est un petit jeu que j'ai mis en place. Je te pose une question très rapide et tu me réponds de façon très rapide. Et si on a besoin d'argumenter quelque chose, on le fera après. On le fera après, ok, d'accord, ça va être ok. faut que je me chauffe, faut que je réponde le plus vite possible. Non, pas plus vite possible. Non, mais oui, genre, ouais. Voilà, mais je vais essayer de faire la réponse la plus spontanée. C'est du tac au tac. Vas-y. Ta figure préférée? La Maltese Finger. Okay, sur tous les doigts? Oui, okay. Les autres 2 doigts, j'aime pas. Ok. Le meilleur exo pour la planche? La ligne. Ok. Le meilleur exo pour le front? Les pull-ups. C'est-à-dire? En front pull-up. Ok. Et pour débloquer le front, je dirais les ADV tuck pull-up. Ok, ça marche. Ok, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis sûr que tu attendais pas. Ta pire figure? La pire figure pour toi? Ah oui, parce que ma pire figure, ça sera, je l'aurais pas. La pire figure, du coup, tu la bosseras même pas parce que t'aimes pas. Je la ferai même jamais, c'est la prière planche. Ok. Le pire exo pour la planche? Tu sais, la ligne planche où les gens ils mettent un cylindre là. Ok. Tu t'attendais pas à celle-là? Non, mais tu te souviens de celle-là? Mais genre, les gens ils la voient encore maintenant. Ouais. Oui, mais c'est choquant. Ça me choque que les gens fassent ça. Oui, parce qu'au final. Ça n'a aucun sens. Si tu veux, on y reparle. On peut en parler. C'est intéressant, hein, en vrai. Hein. L'explication est intéressante, je pense. Le pire exo pour débloquer le front? Moi, j'aurais dit les front pull-up. Ah ouais? Non, moi je suis pas d'accord. Je dirais qu'en vrai pour le front, il n'y en a pas spécialement, tu vois, de mauvais exos. Il y a à peu près tout qui fonctionne, tu sais, genre... Ok. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire, putain, je manque d'abdos, du coup ils vont faire du gainage pour débloquer le front. Ou alors il y en a qui vont faire des Australian pull-ups. Oui, bon là, oui, il faut avoir mais ça, tu vois, oui, en fait, ça, tu vas en faire pour te créer une base musculaire, mais après, si c'est ton exo pour débloquer le front, ouais, ça, c'est chiant, je pense. Ok. Quel est ton meilleur souvenir sur ces 5 ans de street? Si t'en avais un qui venait, même si c'est pas le meilleur souvenir, ton premier souvenir. Oui, là, le premier souvenir qui me vient, c'est Barcelone et Annecy, Rasso OTZ à l'époque. Ok. Ouais. Et Barcelone aussi, du coup? Ouais, bah ça s'est enchaîné, vraiment les deux, okay. C'était une semaine, et on a fait Annecy into Barcelone. C'était incroyable, on était 4. Trop bien. Ton pire souvenir en street? Mon pire souvenir? J'en ai un qui vient, je crois. J'ai parlé à Valentin TZ, et à un moment donné, genre, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ma blessure, et il m'a envoyé chier. C'était quoi ta blessure? Juste, j'avais mal au bras, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, genre, il m'avait donné 3 conseils, et du coup, j'ai trop pris la confiance, je lui ai demandé, et en mode, il voulait pas parler de blessure. Et en vrai, maintenant, actuellement, je le comprends de fou. Même sur le moment, c'est pas que je comprenais pas, c'est que je m'étais dit, vas-y, moi, je ferme ma gueule, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a un truc, je pense que, ouais, en vrai, je force, tu vois. Ouais. Genre, comme quelqu'un qui vient te demander tout le temps, donne des tips. À un moment donné, tu vas envoyer chier. Donc là, en mode, il t'a donné la permission de oui, tu peux me poser une question, je vais te répondre, et toi, t'as pris la conf en fait, en mode. C'était lui qui était venu me voir en mode avance la tête, tu vois, en faisant mes négatives. C'est pour ça que je suis chiant maintenant sur avance la tête, tu vois. Parce que moi, il m'a dit ça m'a débloqué instant. Ah ouais, c'est abusé. Mais du coup, il me l'a dit, et je détestais les négatifs parce que j'y arrivais pas du tout. Et il me l'a dit, ça a réglé toutes mes négatives. C'est abusé. Donc voilà, et après je lui ai posé ça et il était dans cette phase là où il avait un mood, fallait pas lui parler de blessure, tu vois. Ok. Et en vrai je comprends. Ok, ça marche. Donc ça c'était ton pire souvenir. En fait je pense, tu vois, c'est comme la question d'avant, c'est pas mon pire souvenir, mais d'un coup je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, je me suis dit ça c'est pas le pire, c'est un petit moment un peu honteux, tu vois. Ok. On est un peu honteux pour toi. Voilà. Ok. Quel est pour toi le meilleur event
pas forcément auquel tu as participé, mais le meilleur event dans le street, dans la calisthénie pour toi, au monde. ISN. Ok, waouh. Vraiment? Ouais. Ok, je pense qu'on va y revenir après. Je pense que, parce que je suis pas allé à la SWEB, tu vois. Ouais. Et pour moi, il y en a même deux. Et c'est pas pour te jeter des fleurs, c'est que pour moi, il y a ISN et très proche, il y a SWA Cup. Non mais arrête. Non mais parce que en vrai, les trois, en fait, la première, c'est celle où j'ai, je crois que c'est la première où j'ai rencontré pour la première fois Livan et tout, tu vois. Ouais. Et tu vois des planches pousses et tout, tu vois des gens trop forts et tout, c'est trop stylé. Dans le gymnase vert horrible là. Ah, le tout premier. Voilà. Et après SWA Cup 2, c'était incroyable en termes d'ambiance et tout. Ouais. Ouais, j'ai putain de souvenir de ça. C'était une folie. En plus, c'était une période pour moi où je progressais beaucoup. Il y avait grave de la motivation. T'avais fait une démo, non? Non, j'avais fait une démo sur la 3. Ah, d'accord. Et la 3, on était venu et j'avais kiffé aussi. Voilà. Okay. Première compète de Livan depuis longtemps et tout. Ouais, c'était. Des fois, je me rends pas compte que c'est. Parce que pour les gens qui comprennent pas, c'est une compète que j'ai organisée. Donc, il y avait 3 éditions en 2 ans et demi. Et des fois, je me rends pas compte à quel point, genre, ça a percuté. Les gens, ça a marqué, hein. Ça a marqué les gens, tu vois. Ça a marqué. Même Melvin, il s'en souvient parce que c'est un peu à cet event qu'il a rencontré Livan, qu'après ils se sont entraînés ensemble, qu'il y a eu justement le reveal de Melvin. Livan qui est après du coup des années sans compète sûrement et qui a repris là. C'est ça, et puis il y a Battle Nathan en plus, tu vois, genre c'était un battle attendu. Hein. En vrai, il y avait du beau monde, j'avoue. Dans toutes les éditions. Puis la SWA Cup 2, franchement, c'était avec le gymnase jaune, un peu orange, basket, tout ça. C'était trop stylé la vibe. C'était dans la salle de basket de ma ville. Incroyable. Et en plus, il y a plus de 1000 places assises. Bon, on les a pas toutes remplies, mais il y avait quand même pas mal de monde. C'était plutôt cool. Je crois sur le total de la journée, il y avait eu 600 personnes au total. Des gens qui étaient rentrés, ressortis, etc. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et c'était aussi, c'était la première. En fait, c'était une sélection pour la SWEB. Pour la SWEB, ouais. Donc tu vois, il y avait Sango, il y avait Adrien. Je me rappelle, j'ai Adrien en finale faire des planches push-up et tout. Après son agilité, j'en avais des frissons et après on s'est retrouvés à la SWEB ensemble. C'est ça. C'était une dinguerie. Ça avait qualifié Courmel et Adrien, je crois. Ouais, c'est ça. Putain, abusé. Vraiment une dinguerie. Ok, je suis trop content que tu dis ça. Même si ISN, je pense pour moi, c'était genre le truc. Mais parce qu'il y a plus de moyens aujourd'hui aussi. Et on a appris C'est pas une question de moyens. Franchement, c'est pas une question de moyens. Ouais. Pour moi, c'est la vision en fait, et puis. Oui, et tu ramènes des athlètes de fou. Il y a. Ouais, mais même en fait, je sais pas, tu vois. C'est la vision de ceux qui ont construit ISN et surtout le fait qu'il y ait plein de bénévoles et plein de personnes ont la même vision et se donnent à fond. Oui. Ça a créé un truc de ouf. Et puis surtout que c'est un peu nouveau, tu vois. Le style de compétition est complètement différent de ce qu'on peut voir. Puis même pour moi aussi, le temps fait que techniquement, normalement, ça devrait tout doit s'améliorer avec le temps et du coup, forcément, ce qui sort après, ce qui a été fait avant, c'est censé être. Ouais, dans le street, c'est bien fait. C'est pas sûr. C'est pour ça que je précise. Ok. Alors, on continue les questions. Pour toi, le pire event. Peut-être que tu y as participé. Alors oui, ça peut mettre des claques, mais si c'est à l'étranger, on s'en fout. Après, ça peut être en France des vieux trucs. Le pire event. Ouais. Oh, j'ai un truc en tête, j'y suis même pas allé. En fait, je sais pas si tu le garderas ça, je sais pas. Là, je garde tout. Hein. Ah putain. Je vais pas couper comme ça en plein milieu. Oui, non mais oui. C'est tes propos, c'est toi qui assumes après. Ah, mais moi j'assume totalement. Hein. Okay. Ça j'assume totalement. Voilà. Ça sera tes propos, pas les miens, vas-y. Vas-y. Je pense que en fait. Là, parce que là, comme ça, j'en vois pas de mauvais, tu vois. Il y a tout plein de compètes qui ont été faites. Ah, mais si. Non, mais il y a pire que ça, en fait. Il y a Burning Gate. Ok. Voilà. Je rejoins totalement Ilyes sur son acte. Tu vois, genre. En fait, c'est chiant, les compétitions où ils favorisent le robotisme. Ouais. Tu vois. Genre, si le mec, il a envie de s'exprimer via 25 push-up tout press, ouais. En vrai, je suis d'accord, c'est chiant à regarder. Ça peut être chiant. Mais si c'est beau. Et que ça lui plaît, let's go, tu vois. Laisse-le faire. Au pire, il passera pas. Mais au moins, il l'aura fait, tu vois. Et il aura fait kiffer quelques personnes. Moi, je trouve ça pas mal, en vrai, tu vois, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et puis, plus tu brides ce qui va être montré. Parce qu'en vrai, en compétition, personne vient pour faire 30 push-ups tout press, tu vois. Mais non, de toute façon. Les gens, ils le feront pas.
Par contre, oui, il y a peut-être un spam de 4 push-ups, mais 4 belles push-ups à un moment donné. Sauf que ça se trouve, le spam de 4 push-ups, il vient après un combo de 30 secondes. Ouais. Et là, dans les règles de Burning Gate, pour les gens qui connaissent pas, bah, ça serait interdit de faire quoi? Plus de 3 reps? Plus de 2 reps? 2. Je crois que c'est 2. Plus de 2 fois la même rep à suivre. Oui. C'est interdit. Et ça veut dire que, en fait, souvent, il y a eu des battles, enfin, je crois, hein, parce que je suis pas expert en Burning Gate, mais souvent, il y a eu des battles où, en fait, le mec qui faisait genre 2 hyper weight pull-up into, il sort de la barre, il fonce sur les paras, il fait 2 push-ups tout 2 secondes de hold, et ben il bat un mec qui reste sur la barre pendant tout le truc, tu vois. Ouais, donc en fait. Mais qui est peut-être un tout petit peu moins fort dans les skills qu'il met. L'endurance en combo n'est pas forcément mise en avant et c'est juste valider des reps. En fait, elle est mise en avant. Elle est mise en avant, mais si tes répétitions que tu fais en posant le pied, elles sont vraiment un peu au-dessus, il y a des chances que tu passes grâce à ça. Ouais, voilà. Moi, je comprends pas. Okay. Vive la créativité, les gars. Ok. Bah déjà, merci d'avoir répondu aux questions. Parce que du coup, bon, normalement, c'est du tac au tac et au final, t'as vu, on s'est un petit peu oui, ouais. Mais le but, c'est qu'on revienne un petit peu, du coup, sur tes questions. Et du coup, ça en est où, du coup, la Maltese doigt, là? La Maltese doigt... On te voit Maltese sol, presse, etc. Oui. Maltese doigt, le truc que tu veux, enfin, que tu trouves... La plus belle, ouais. En fait, j'ai une Maltese doigt d'entrée de gamme, j'appelle ça. Une wide, non? Donc c'est une wide qui est... tu sais plus si c'est de la wide ou de la Maltese, tu vois. Parce que l'activation est très légèrement différente, tu vois. Et je le ressens, en fait. Selon la largeur que je prends, je sais si je suis en Maltese ou pas. Et elle vient, mais en fait, c'est quelque chose que je taffe pas énormément en ce moment, au final, tu vois. Parce que je veux laisser quand même mon corps aussi profiter de ce qu'il a envie de faire, tu vois. Ouais. Là, tu vois, la Carmona, même si c'était pas hyper large, la Carmona que j'ai passé le week-end dernier, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de Maltese. J'ai fait que l'élastique de temps en temps. Tu vois. Ouais, mais après, parce que c'est aussi très taxant comme move aussi. C'est ça, hein. Tout ce qui est intensité, c'est... En fait, l'intensité, ça favorise les blessures. Si tu bombardes trop l'intensité, tu vas te blesser. Donc... Et trop d'intensité sur le même mouvement en plus. Ah oui. Ouais, et en plus, si tous tes mouvements ils sont liés aux mêmes activations, t'es foutu. Donc même s'il y a des trucs, par exemple, tu vois, genre la planche en elle-même, c'est plus de l'intensité. Pour moi, c'est vraiment que du volume. Oui, c'est tu tapes quand même dedans et du coup, derrière, si tu veux bosser la Maltese, ça peut être compliqué des fois. Donc ouais, mais ça vient gentiment. Je pense que... on te souhaite de voir une vidéo arriver sur Insta là, en décollage sol. Je pense la semaine prochaine. Ah ouais? Alors moi j'ai une théorie, les gars. Je lui ai partagé, mais j'ai une théorie. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le flow asiatique légendaire, mais quand il y a Daylong avec moi, je suis trop fort. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop fort, mais que en Maltese. Hein. Ouais. Le reste, ça bouge pas. Si je suis bon sur la journée, je fais être bon aussi. Mais si là, je suis trop fort en Maltese. Ah, mais moi, ça m'étonne pas. Ouais, mais en fait, ça m'étonne pas du tout en vrai. Tu vois. Comme par exemple, il y a Ilyes, je vais être trop fort en transi. Ouais. Tu vois, mais vu que les transis, ça commence à vraiment bien rentrer et être banalisé, maintenant, même tout seul à la salle, hier, j'étais complètement éclaté, c'est passé tout seul. Ok. Donc là, la semaine prochaine, il y a sûrement un training ici avec Daylong où tu lèves une doigt. Ouais, je pense. Il y a moyen, quoi. La Maltese doigt, de toute façon, j'ai des clips, tu vois, de moi qui fais Maltese doigt, presse même, mais j'arrive jamais à la compléter avec la mobilité, c'est bizarre. Mais là, on va dire que c'est ta meilleure, quoi. Mais une large, vraiment une large. Une Daylong gain, quoi. Ouais, après, j'ai pas autant de force que lui. Non, mais je veux dire, quand on pense Maltese large Daylong, tu vois, genre c'est vraiment large, tu vois. Oui, c'est ça. Genre moi, en tout cas pour mon niveau actuel, j'aimerais vraiment prendre très large, tu vois. Mais je sais que cette largeur, elle peut toujours essayer de se gratter, tu vois. Ma largeur max de Maltese où j'étais au sol avant, c'est pas ma largeur max actuelle, tu vois. Ouais. Ma largeur max actuelle est beaucoup plus grande. Je l'ai découvert hier d'ailleurs. Enfin, je te montre le clip après. Ok. C'est abusé. Et il y a encore à gratter. Ok. Et je voulais revenir aussi sur un truc que tu as dit. Donc, meilleur exo pour la planche, tout à l'heure, tu m'as parlé de lean. Et ça, c'était un truc, je crois que tu n'étais même pas d'accord avec ça avant. Ah, mais moi, je détestais la lean de base. Tu m'as pas dit, genre, c'est Onizuka qui t'a dit. Oui, en gros. Ouais, pour moi, la lean, c'est
c'est le meilleur exo, mais c'est à la fois le plus complexe. Bah, c'est ça. Pourtant, visuellement, c'est tout con. C'est ça. Tu t'es en position pompe et tu t'avances. C'est ça. Donc on pourrait dire c'est facile. Et pourtant, justement, vu que ça semble simple, il y a plein de subtilités qu'on voit pas. Mais c'est ça. Il y a des intentions, etc. Il y a un abaissement des épaules à faire, une protra à avoir. C'est pas, tu dois pas sentir que les épaules, tu vois. Tu dois imaginer lever tes pieds du support sur lequel t'es, etc. Enfin bref, c'est complexe. Hein. Mais c'est hyper complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'aimais pas du tout de base parce que je viens d'un parc, d'une ville où, en gros, les connaissances, on en avait zéro. Hein, tu vois. Oui, bah après. Comme quasiment tout le monde qui démarre, hein, de toute façon. Ouais. Moins maintenant, mais oui, à l'époque, ça, ouais. oui. Avec tous les e-books et tous les coachs et machin, et puis les vidéos gratuites aussi. Mais en gros, moi, le premier mec que j'ai vu faire des planches, c'est un de mes potes. Enfin, des lignes planches, c'est un de mes potes. Et son idée, c'était que lui, plus tu progressais en ligne, plus tu devais être loin devant. Et en fait, il mesurait ses progrès avec un mètre. Oui, je jure, il sortait son mètre et il mesurait. J'ai déjà vu ça plein de fois. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais. Enfin, je me suis rien dit de vraiment spécial, j'ai juste associé ça à lui qui n'arrivait pas spécialement à progresser. Du coup, je me suis dit que ça, c'est pas un bon exemple. Ouais, tu dis, ouais, c'est de la merde. Ouais. Et donc, du coup, j'ai lâché les lignes, j'ai arrêté d'en faire. Et pourtant, ce qui est totalement bête, parce qu'en fait, les lignes de base pour débloquer la straddle, avant que je le revoie faire du street et des lignes, et c'est ce que j'utilisais quasiment le plus. Ok. Donc, j'ai juste pas été très intelligent sur le coup. Ouais. Je faisais des lignes surélevées. Ouais. Avec mes gros cheveux horribles pour ceux qui connaissent mon Instagram. Mais en gros, donc je suis parti avec cet a priori là, et après en fait c'est Ryan, donc Onizuka pour ceux qui connaissent pas son prénom, qui m'a dit que pour bosser la dragon planche, parce que je commençais à m'intéresser un peu à ça, juste en fait pour comprendre, parce que je sais qu'après t'es plus obligé de la bosser, tu peux la taper quand tu veux, faut juste comprendre cet équilibre là qu'il faut mettre. Et en fait il m'a dit bosse ta ligne. En dragon. Ouais, non, ma ligne. Ah, ok. Parce qu'en fait, quand je linais, je faisais comme une planche normale, que je faisais moi normalement. Et en fait, c'est pas ça. Tu retenais une descente. C'est ça, en fait. Je poussais activement quand même, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà pas mal en termes de niveau, entre guillemets. J'étais plus fort que la première fois où j'ai participé à Stenos. Donc, quand même, tu vois. Mais il y avait un truc qui me manquait, et ce truc-là, c'était qu'en fait, quand tu lines, tu vois, quand tu lines sur ta ligne et que ça y d'avancer, et en fait, il y a en même temps un espèce de renversement qui se fait. Et en fait, donc là, il y a tes bras. Et en fait, il y a une espèce de penchement comme ça. Tu vois ? Et c'est ça qui te permet ensuite, en dragon, de venir passer au-dessus de tes épaules. C'est pour ça qu'en fait, il y a une phrase que je dis tout le temps dans les vlogs, c'est quand tu veux apprendre la vraie ligne, il faut apprendre à passer ton corps au-dessus de tes épaules. Et qu'en fait, la planche, tu pousses que de là à là. On s'en fout des abdos, on s'en fout de ceci, cela. D'abord, il faut se focus là. Et après, on est d'accord, il va falloir gainer et tout, machin, bien tendre les jambes et tout. Mais ça, c'est pour avoir une belle planche et optimiser tous tes mouvements et optimiser ton hold et tout. Mais toute ta force, elle vient que de là. Et du coup, il faut apprendre à passer son corps au-dessus. Et en fait, ta ligne, elle t'apprend à mettre tout ton poids sur tes épaules. Et du coup, elle te renforce énormément les épaules en plus. Parce que la ligne, je donne plein d'infos là. Vas-y, là je suis en coaching direct. En gros, la ligne de renforcement, il y a deux types de lignes. Il y a la ligne où tu vas lancer une planche. Ouais. C'est la ligne, on va dire, explosive ou lente, peu importe comment tu l'as fait, mais tu as la volonté de faire un combo ou un hold. Et tu as la ligne de renforcement. Et qu'est-ce que tu appelles ligne de renforcement ? Et la ligne de renforcement, c'est celle où ta rétro, il faut pas la faire. Ok, mais quand tu dis ton corps doit passer au-dessus de tes épaules, c'est-à-dire t'as pas peur d'arrondir le dos et non, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tout plein de subtilités. Il faut pas arrondir le dos, il faut rester bien, il faut avoir la volonté en fait c'est juste qu'il faut avoir pendant ta ligne la volonté de la décoller. Mais tu sais que tu vas pas la décoller. Mais il faut avoir la volonté de la décoller. Ah faut toujours avoir cette intention-là. Mais du coup, faut pas être comme ça. Ouais. Faut être bien faut tout respecter sauf la rétro. Pourquoi ? La rétro, l'abaissement du bassin plutôt. Ouais. Ça, c'est un abus de langage en vrai, parce que la rétro, c'est juste la contraction du facial, là, hop.
Et c'est-à-dire que t'es en pike, t'as le cul trop haut. T'es pas en pike, mais t'es pas la petite vague belle. Faut pas chercher à avoir la petite vague, tu sais, qu'on aime tous. Ok, mais souvent ça c'est quand on abuse un peu trop la rétro d'ailleurs. Oui, mais ouais, justement, le problème c'est que beaucoup trop de gens l'abusent. Et moi en fait, quand tu l'as fait, et bah si tu l'as fait, il arrive pas de me dire mais arrête, t'as plus trop, tu vois. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, la ligne quand tu l'as fait pour te renforcer, si tu fais ça, en fait c'est simple, la rétro elle sert à répartir mieux ton poids. C'était la clé de voûte, Valentin disait à l'époque. Ouais. Et bah, si tu l'as fait en ayant toujours les pieds au sol, ça va transférer ton poids sur tes pieds. Ok, donc ouais, parce que là, tu parlais de ligne planche pied-sol. Ouais. Ok, ça marche. Ok, et du coup, le fait de faire du pied surélevé. Les pieds surélevés, tu peux un peu plus placer ta rétro, parce que là, c'est quand même beaucoup plus dur. Ouais. Ton poids, en fait, il est déjà au-dessus de tes épaules. Mais c'est ça, ok, donc maintenant, je comprends mieux. Je me disais, parce que moi, c'est vrai que quand je veux faire de la ligne planche à mes élèves, bon, ça dépend de leur niveau. Quand ils commencent, tu commences au sol, tu vois. Il y a un certain niveau, bon, bah, tu surélèves les pieds parce que le but, c'est quand même d'imaginer que tu vas lever une full planche, tu vois. Et c'est pour ça que la ligne planche, elle est super. Déjà, t'as pas, contrairement à l'élastique où justement t'as un élastique qui te tire au niveau du bassin, ça n'existe pas ça dans la vraie vie. Il n'y a pas de truc qui te tire là, tu vois. Au niveau de la ligne, bah, tu peux justement engager, en vrai, une vraie forme de full planche, tu vois. Mais peut-être moins avancée, tu vois, mais tu peux aller la chercher. Mais oui, c'est pour ça, ok, tu disais que du coup, si tu as les pieds plus bas, surtout si tu fais sur barre parallèle en plus, tu as les pieds vraiment bas. Oui. Et dans ce cas-là. Si tu fais une rétro, ça va encore plus. Mais pour moi, cette ligne-là, c'est la ligne que tu apprends. Quand tu veux apprendre à faire une ligne quand tu es débutant, mais quand tu sais faire déjà des advanced stock planches et tout, tu fais plus cette ligne-là. Pour moi. Oui, ouais. Ou alors, oui, tu lèves. Tu peux la faire, mais du coup, tu es obligé de relever un peu les fessiers mais du coup, transférer. Mais c'est vrai que c'est chiant. Parce qu'en fait, dans tous les cas, la ligne, elle t'apprend. Oui, elle te renforce pour la planche, mais elle t'apprend surtout. Il faut qu'elle t'apprenne à forcer sur tes mains pour être le plus haut possible. Enfin, tes mains sur toute cette chaîne-là, en gros. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ouais, ça c'est. Moi, je passe la moitié de mon temps quand je suis en live avec mes élèves ou quand je leur apprends à faire la planche à décrire cette ligne. Ah ouais, non mais c'est. Certains percutent et putain, ok, j'ai compris. Et certains vont encore s'avancer le plus vers l'avant. Les gars, si vous avancez plus vers l'avant, vous allez lever une dead planche un jour. Oui. Vous êtes là, putain, c'est ma première full. Eh non, désolé, c'est une dead planche. Ça sera pas une vraie full planche. Malheureusement. Et ça le truc. C'est ce qu'on voyait au tout début, mec. En 2014-2015, la moitié des planches qui se levaient, c'était des dead. Ouais, bah oui. Parce que t'as une volonté de te retenir et non pas de pousser activement. Voilà. Du coup, voilà. Mais il faut quand même leaner, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on dit aux gens, faut pas leaner parce que faut pousser de fou. Ouais, mais faut pousser, mais il y a quand même un transfert qu'il faut faire. Parce que si t'as les bras totalement perpendiculaires au sol, tu lèveras jamais. Ça, c'est sûr. Sauf si tu t'appelles Eric Ortiz ou Andrés. Oui, voilà. T'as un centre de gravité extrêmement chaud. Si vous avez un corps court et des longs bras. Tes bras, tu vas pouvoir pousser de plus en plus fort avec l'expérience. C'est sûr. Et quand on parlait du Pyrexo, tu m'avais dit quoi déjà sur le Pyrexo ? Ah, bah c'est la ligne, mais avec le... Ah oui, donc avec le truc. La planche même, non ? Ouais, bah oui, en fait, oui, il la hold, il la lève, les gars, et ils mettent un truc là, un cylindre, pour venir se reposer. Et donc, en fait, c'est totalement débile, parce que ça part à l'inverse total de ce qu'on vient de dire, c'est que du coup, au lieu de forcer, on se retient de tomber. Et du coup, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, si tu forces de la bonne manière, le cylindre, il doit tomber. Oui. Donc là, au final, tu te reposes dessus. Donc, tu forces plus. C'est ça. Et en fait, tous les mouvements que tu fais où tu ne forces pas activement et que tu te laisses subir, c'est les mouvements où tu vas te blesser. C'est-à-dire ? Tu vois, par exemple, imaginons, tu conditionnes ta planche. Imaginons, par miracle, tu arrives à la débloquer grâce à ce truc-là, au cylindre. Et tu vas avoir une planche qui est tout le temps... Ah bah oui, affaissé comme ça, bizarre, et tu vas te retenir. Merci la tension sur les tendons du biceps qui vont te faire des douleurs tout le temps. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai eu pendant 2 ans douleurs de biceps à H24. Je m'entraînais dessus quand même, mais... Il parle de vécu, là. Il parle de vécu. Hein. Ah ouais, alors là, les gars, pendant 2 ans, mes 2 premières années, après que j'ai débloqué la full, j'ai eu en 3 mois, je crois, donc... Oui, de mes 2 premières années. Le bâtard. Oui, mais j'ai fait des sports de force avant, donc tu vois, ça. Faut pas partir du principe que je suis une anomalie. Oui, hein. mais parlons-en, parce que mec. Ça, c'est important. Parce que là, de dire. Ça n'a aucun intérêt de demander combien de temps t'as mis pour faire du street. Qu'est-ce que t'as fait avant, tu vois. Mais mec, j'ai parlé avec un mec sur Insta l'autre jour.
Je vous adore, hein. J'adore parler avec vous sur Insta. Je pose un disclaimer. Non, mais en vrai j'adore parce que du coup, j'apprends beaucoup de vous et c'est pour ça que j'apprends énormément dans ce sport-là. Et il me dit, ouais, je bosse cette figure-là, cette figure-là, cette figure-là et tout. Mais le mec, en plus, a un bon niveau, tu vois. Pas expérimenté en calisthénie. Ok. Mais je pense qu'avec les sports qu'il a fait avant, streetlifting, sport de force, etc., ça lui a donné le mec est fort. Donc si tu veux, j'ai eu un back lever sans le travailler. Okay. Le front, là je l'ai en 3 semaines parce qu'au final j'avais la force. Ouais. Ok, bon. Et je lui dis, du coup tu vas peut-être bosser la planche, tu vois. Ouais. Ouais, mais on m'a dit qu'il fallait 9 mois et du coup j'ai pas envie de mettre 9 mois dans la planche. Je dis, mais gros, là, je lui ai envoyé un vocal, je lui ai dit, mais tu te rends compte que c'est une idiotie là ce que tu viens de me raconter. Parce que moi je peux te dire, un front, ça met 6 mois, pourtant tu l'as eu en 3 semaines. Je peux te dire, un back lever, ça peut mettre 31 jours et tu l'as eu en... tu l'avais déjà. Moi, j'ai un pote en 7 ans de street, il a jamais eu la full. Et pourquoi, du coup, tu as débloqué tout ça? Parce que tu avais certaines capacités. Et après, tu as l'entraînement qui rentre en jeu. Est-ce que tu t'entraînes bien? Est-ce que tu t'entraînes de façon régulière, etc. Donc, au final, ta planche, ça se trouve, tu l'auras dans 4 mois, dans 6 mois, ou peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Mais te dire, ah non, j'ai pas envie de m'entraîner pendant 9 mois... C'est juste faire des... c'est une illusion, tu vois, c'est se dire, pendant 9 mois, mais non, ça se trouve, ça te mettra juste 3 fois plus de temps, ou peut-être moins de temps, parce que tu as des capacités de dingue. Oui. Donc là, c'est pour ça que quand Axel, il dit qu'en 3 mois, tu as eu la full. Oui, en fait, j'ai débloqué la straddle en 1 mois et demi. Ouais. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai mis mon début du street au 1er janvier 2021. C'est qu'en fait, j'ai pris le moment où j'ai fait ma première full, et j'ai rajouté tout le street que j'ai fait avant. En gros, j'ai eu... En fait, je me faisais chier pendant le confinement. Ouais. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais taffer la straddle. Et je l'ai taffé tous les jours pendant 2 semaines. Après, j'ai eu mal. Du coup, je l'ai taffé tous les jours, tous les 2 jours. Et du coup, au bout d'1 mois et demi, je la levais. Tu vois. Et après, j'ai arrêté. Parce que du coup, c'était plus le confinement. Ah ouais, c'est bon. Plus que ça va foutre, moi. Je sais pas. J'avais pris ça comme défi. Et puis après, voilà. Et quand j'ai repris 1 mois ou 2. Et après, mis bout à bout, tu vois, je me suis dit, vas-y, écoute, on va dire que j'ai commencé en 1er janvier 2021. Ça veut dire que j'ai fait en tout 5 ans et 5 mois de street actuellement. Je trouve que c'est réglo. Mais ça n'a aucun sens dans tous les cas. Parce que j'ai fait... Enfin, tu sais... Est-ce que tu sais ce que c'est le poirier? Quand tu mets les 2 mains avec la tête au sol et que tu tiens en équilibre. Et tout ça, monter en handstand, alors j'arrivais pas à tenir le handstand, mais ça, je l'ai depuis que j'ai 8 ans. Oui, moi aussi, je crois. Juste grâce au judo, tu vois, on faisait des petits exos comme ça et ça a développé énormément de force. Donc tu peux pas venir et me dire, oh, t'es trop fort, t'as eu la full en 3 mois. Alors qu'en fait, j'ai développé ma force depuis que j'ai 6 ans, tu vois, donc ça n'a pas de sens. Et là, ce qu'on pourrait se dire, c'est, mais attends, Axel, si t'as une full en 3 mois, en fait, 3 mois après, t'as la maltaise, 1 an après, t'es champion du monde et tu sais faire ce que tu veux. Non, et c'est là où on se trompe. Pour ça, des fois, vous voyez des gamins de 14 ans faire des foules et vous êtes en mode, lui dans 4 ans, ça va être champion du monde. Et au final, à 16 ans, il commence à fumer des pétards, non, je rigole. Où il arrête. Et en fait, il se passe plein de trucs. Et au final, les mecs, moi, comme Axel, j'ai eu ma straddle planche, je pense, en 2-3 mois, tu vois. Ouais. Ça a été facile, ma straddle planche. Oui. Parce que j'avais des capacités de base, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait beaucoup de sport, je grimpais dans les arbres, etc. Bref, j'étais pas en surpoids ni rien. Donc, moi, à 14-15 ans, j'avais les capacités de faire une straddle sans trop m'entraîner. Et c'est pour ça que ça fait 12 ans que je fais de la straddle, les mecs. Bon, pour ma full, j'ai mis 50 plus, en fait. Parce qu'il fallait vraiment s'entraîner. Oui. Moi, mes capacités, c'était hop, straddle planche, et après, là maintenant, il va falloir que tu t'entraînes dur pour la full planche. Toi, ça a été peut-être, je m'entraîne entre guillemets assez facilement pour avoir la full. Par contre, après, pour avoir la maltaise, des planches push-ups tout press, etc. Là, il fallait s'entraîner plus dur. La maltaise, c'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, on a tous des capacités qui nous avantagent. Et moi, il y en a une qui me désavantage énormément. C'est quand il s'agit de mettre de la force. Ça paraît con parce qu'il faut de la force pour faire une full, tu vois. Ouais. Mais en fait, la full, je l'ai eu aussi en me retenant pendant très longtemps. Tu vois, je me mettais et j'avais de la force de base, mais j'allais pas pousser activement. Ouais. Donc je me reposais. C'est pour ça que je finissais souvent en rétraction, tu vois. Et la maltaise, ça demande vraiment une force brute qui est extrême par rapport à la planche et beaucoup moins de technique par rapport à la planche du coup parce que t'es les bras écartés, faut tenir, voilà et tout. Faut juste être protracté et tout. Et mais en fait, à activer cette force-là, moi, j'ai pas cette capacité-là de base. Et du coup, j'ai dû m'entraîner vraiment longtemps. Ouais.
Tu vois. Et en plus, la Maltaise, c'est très vicieux. Hein, parce que, en vrai, même comme la foule, hein, parce que la foule, même quand t'en as une qui commence à être très belle forme et tout machin, tu compares la hauteur que j'ai sur ma foule il y a 2 ans et demi en arrière où j'avais déjà fait Sténos 1, Sténos 2, mais c'était ma première fois, où j'étais déjà pas mal, et ma hauteur actuelle, ça a rien à voir, tu vois, je suis 100 fois plus haut sur ma foule. Et ben c'est pareil sur la Maltaise. T'as l'impression d'avoir... Moi, la première fois que j'ai marqué Maltaise Hold sur un réel, moi, j'étais en wide, hein, j'étais comme ça. Hein. Ouais. Mais au final, t'avais l'impression que j'étais hyper proche du sol, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc en fait... dire c'est quand t'as eu la foule, c'est quand t'as eu la Maltaise. Tu peux débloquer une foule. 2 ans après, t'as encore une foule. Ouais. Mais en plus, le même temps sous tension, tu vois. Sauf que, genre, elle est parfaite, entre guillemets. Ouais. Et aller chercher la perfection sur des figures, les gars, c'est encore plus dur que de juste débloquer une foule. Ah oui. Oui. Moi, je suis sur les presses en ce moment. Bon, j'ai 5 presses, tu vois, je les ai faites devant toi, j'ai battu mon record. Bon, c'est loin d'être validé. Mais c'est vrai que certains pourraient dire « Oh, c'est bon, Matt, il a 5 presses. » J'ai 5 presses d'entraînement. Je fais ça en compète, j'ai 0 presse. Ouais, enfin, t'en as 2 ou 3. Oui, allez, j'en aurais genre 2 vraiment clean form, tu vois. 2 parfaites avec encore de l'énergie derrière. Voilà. Mais le truc, c'est que entre mes premières presses et mes premières vraies presses trop belles et surtout mes premières négas, tu vois, mes négas, elles sont pas encore parfaites, tu vois. Mais ça vient. Genre, les négas, c'est ça, tu peux faire ta première néga aujourd'hui, dans 3 ans, tu vas peut-être la faire bien, tu vois. Après, à côté, vous bossez pas que ça, les mecs, vous inquiétez pas. Vous allez bosser d'autres trucs, hein, sinon on s'emmerderait à faire tout le temps la même chose, tu vois. Mais en fait, c'est super important de rappeler ça parce que, en fait, j'en ai juste marre que les gens disent « Ah, mais non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que ça va prendre X temps. » Mais vous savez pas, les mecs. Quand j'ai commencé la full planche, putain, je me suis dit « Je vais l'avoir en 3 mois. » Moi, j'étais comme ça. J'ai eu ma strat planche trop facilement. Mais vas-y, et non, au final, ça a pris 6 ans. Pourquoi ? Parce que je m'entraînais comme lui. Voilà. Je pense que vu que j'avais des bonnes capacités, le bon entraînement, façon régulière, etc., tu m'aurais laissé 1 an, je t'aurais fait des vraies foules, tu vois. Ouais. Et après, j'ai débloqué, en 3 ans, j'ai débloqué une foule qui n'était pas validée. Rétraction, antéversion de bassin. Donc là, c'était ça. C'était la couche. je m'affaissais vers l'avant avec le cul super haut en pike. Et je tenais comme ça pendant un moment, genre entre 3 et 5 secondes, j'étais putain, c'est bon, j'ai ma planche. Et en vrai, faut en être fier au début, mine de rien. Et j'étais fier de ça, par contre, quand en 2018. Attends. 2018, c'est le début des vraies formes en plus, avec Livan. Quand en 2018, je fais un battle contre Kamenov. Ah bah d'accord. À Paris. Et même lui, il était pas clean form. Ouais, t'as dû te faire dérouiller. Et pourtant, c'était 100 fois plus clean, sa foule que. Après, il faisait des maltaises. Bah oui, il avait énormément de. Mais moi, je me suis dit, attends, il a maltaise sol. Si je fais genre Victo, parce que j'avais déjà ma Victo. Si je fais Victo tout full, si c'est propre, c'est pas dégueu, tu vois. Sauf que c'était nul. C'était trop nul. Et après, je me suis dit, allez, je vais faire de l'agilité pour. Parce que lui, il avait pas beaucoup d'agi, du coup, je vais faire de l'agilité. Je me chiais dessus. J'avais Kamenov devant moi. Tout le monde qui me regardait autour, je me suis chié dessus. Le battle il est peut-être. Non, je sais pas. Ah, il est peut-être dispo. Il est peut-être dispo sur YouTube. Cherchez les gars. Envoyez-moi la vidéo, je vais voir. C'est Curtis Cup, la compétition. Et je me chie dessus. Et on voit quand on lève la main. Genre, moi, je suis beaucoup plus grand que Kamenov. Ah ouais. En plus, c'était à l'époque. Bon. Vraiment, les mecs, la calisthénie, ça embellit vraiment les gens. Quand vous regardez Kamenov en 2018, Andrea Larossa en 2016, les mecs sont ultra chum. Et c'est des gamins à lunettes qui jouent au PC et qui se branlent toute la journée. Et là, maintenant, c'est des putains de bêtes, c'est des putains de kings. Ça rend beau ce sport-là. Parce qu'en fait, quand tu cherches la performance et à t'améliorer dans ton sport, tu t'améliores partout dans ta vie. Merci. Tu donneras le chèque. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu dis aussi, il faut rappeler aux gens aussi que on n'a pas. Tu vas baiser cette bouteille. On n'a pas tous la même vie. Et je vais prendre un exemple simple, mais tu sais, pour la vitesse de progression. Ouais. Quand il y a un nouveau Call of qui sort, moi je joue plus à Call of depuis un moment, malheureusement. Ah mais oui. Mais quand il y a un Call of qui sort, il y a des mecs le soir même, ils ont passé le premier prestige. Ah mais oui. Tu vois. Mais parce qu'ils ont que ça à foutre. Il y en a, mais par contre, tu vois, genre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'aime bien être le nuancier. C'est que on a tous une vie qui nous empêche de progresser à la vitesse qu'on souhaiterait avoir, mais en même temps, c'est pas une excuse. Parce que moi, il y en a qui me disaient, ouais, je me lève à 6h
je suis en cours à 8h, je finis à 18h, je suis chez moi à 20h, très bien, j'avais la même vie. Et pourtant, je m'entraînais aussi. C'est ce que j'ai optimisé. En fait, il faut savoir aussi ce que tu veux. Moi, j'ai optimisé. Je me levais à 6h, 6h30. J'allais à la fac parce que j'avais 50 minutes de route avec les bouchons. J'avais les cours toute la journée. Et quand je finissais à 18h, et ça arrivait souvent, quand je finissais à 18h, pour éviter les bouchons, à un moment donné, j'en avais marre parce que j'allais directement à la salle chez mes parents après 50 minutes de route. Et bah, quand je sortais de la salle, j'optimisais en allant à la salle la plus proche. Quand je sortais des cours, j'optimisais en allant à la salle la plus proche. Ça me faisait 10 minutes de route et après, j'avais 15 minutes de route pour rentrer chez moi. Et après, il n'y avait pas de bouchon pour rentrer chez toi, du coup. En fait, c'est que de l'optimisation, le mec. Et même si, parce que certains ont des grosses journées, c'est vrai. Moi, je l'ai expérimenté quand je me tue au taf. Tu trouves moins de temps pour t'entraîner. Tu vois, je parlais avec j'allais dire un gamin, enfin, je veux dire, il est jeune, il a 18-20 ans, il fait des études. C'est les mecs qui sont en études d'ingé et tout, bah, tu connais, du coup, parce que c'était ton cas. Oui. Voilà. D'ingé, ouais. Donc, tu sais, tu bombardes, les mecs sont en prépa, etc. Et le mec, je lui dis, mais t'arrives à t'entraîner et tout avec ça. Il me fait, je m'entraîne 6 jours sur 7. Je dis, putain, tu t'entraînes beaucoup. Mais des séances très courtes. Oui. C'est du 30 minutes à 1 heure. Ouais. Et le mec progressait grâce à ça. Moi, je faisais 1h15 max. En fait, et c'est juste ça. Vous allez me dire, ah, mais Matt, moi, je peux pas faire des séances de 2 heures. Et en fait. Personne ne vous a demandé. Certains peuvent faire des séances de 2 heures, mais que 2 fois par semaine. Et certains peuvent faire des séances de 45 minutes, 7 jours sur 7. Faut juste s'adapter à ça. Moi, le nombre de séances que j'ai fait qui ont duré 15 minutes, en vrai. Juste parce que j'arrive, mercredi là, ou non, la semaine d'avant, je sais plus. Il y a une séance, j'ai fait 3 séries. Je faisais une série de planche, une série de front, ça m'a duré 15 minutes. Et j'ai pris un sale repos entre chaque série. Hein, franchement, j'avais pas envie. Hein. Je crois que c'est pas en train de surchauffer là. Du coup, on était en train de parler, on va dire, du meilleur exo pour la planche. Oui. Et du pire exo. Voilà. Du pire exo. Pour moi, le pire exo, ça reste quand même Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi parce que oui, on l'utilise beaucoup en street. Pour moi, c'est l'élastique. Ça peut être génial. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est ça. En fait, pour moi, c'est le pire exo parce que les gars, vous faites tous de l'élastique. Ah ouais, il y a personne qui peut et c'est horrible. Ça sert à rien de faire des fulls sous 35 kilos avec les bras pliés, quoi. Ça sert à rien, les mecs. À un moment donné, moi, tous les gens que j'ai vu faire ça, je suis désolé, je vais être violent. Ils sont nuls à chier, d'accord? Et est-ce que vous avez déjà vu des Onizuka, des Ilyes et tout faire de l'élastique pour progresser? Le seul qu'on voit faire de l'élastique, c'est Livan, et c'est pour conserver son niveau, parce qu'en plus, il a une façon d'avoir une confiance en lui qui fait qu'il a juste besoin de faire l'exercice, il va reprendre, il aura une toute petite baisse de niveau, mais vu qu'il est déjà hyper puissant, ça se verra pas. C'est ça, ne prenez pas un exemple. Ouais, mais Livan, quand il fait des planches pouces, il met un gros élastique jaune. Déjà, je l'ai utilisé son élastique jaune, c'est votre élastique bleu au final, parce qu'il est tellement détendu déjà. Et il maîtrise déjà la planche pouce en fait. Vous voyez, voilà. C'est un truc qu'il maîtrise, il rajoute un élastique du coup pour le maîtriser encore mieux. Vous, c'est l'inverse. Vous utilisez l'élastique pour apprendre. Voilà. Ce qui veut pas dire que oui, des fois, on peut se faire kiffer. Moi, avec quelques élèves, des fois, ils ont envie de tenter de la straddle. Tu sais quoi, on va faire un peu d'élastique. Tu vas te faire kiffer. Mais c'est pas ça leur entraînement. C'est genre 20% d'entraînement, ils se font kiffer avec. Et à côté, faites de la ligne, faites encore de l'advanced tuck. En fait, faites du poids de corps. Parce qu'en fait, la calisthénie, c'est du poids de corps. Vous faites de la calisthénie élastique, les mecs. Je suis désolé de vous le dire. Vous faites un sport qui est complètement différent d'une autre, qui est vous faites de l'élastique. Tu fais quoi comme sport? Bah, je fais de l'élastique. Et toi? En fait, tu fais du street sans nerveux. Quand tu fais de l'élastique, tu fais du street sans nerveux. Et en fait, si tu n'apprends pas à forcer, bah, tu finis comme moi après, tu mets 1000 ans à débloquer ta maltaise en fait. Parce que tu n'arrives pas à forcer. Et pourtant, hein, moi je me suis aperçu très vite qu'il fallait que ma petite technique à moi perso pour progresser avec l'ADV tuck, c'était qu'en gros, je faisais ADV tuck hold. Je voyais c'était quoi mon max. Et après, je me disais, ok, mon max là c'est 15, il faut que je fasse 18. C'est-à-dire que mon corps il est capable de tenir 15, mais ma tête elle est capable de tenir combien? Et en fait, j'allais chercher ces 3 secondes de plus, j'y arrivais, et du coup, bah, je me disais, ouais, c'est le nerveux. C'est dans ta tête. C'est que ça. Donc, utilisez l'élastique. Quand vous commencez à maîtriser une straddle planche, même si elle n'est pas clean form, là, potentiellement, utilisez un élastique pour aller chercher une bonne forme. Et encore, les activations sont différentes avec un élastique parce que vous poussez sur le bassin.
encore plus que sur une vraie planche. Si l'élastique est trop fort, ouais, c'est le problème. Faut bien jauger, parce que si l'élastique est trop fort, tu viens trop tirer, trop pousser avec le bassin, et ça devient n'importe quoi après. L'élastique, c'est pas comment ça s'appelle dans DBZ la chambre du temps qui permet de désactiver la gravité. C'est pas la salle du temps. Et qui fait qu'au final, c'est toute la gravité qui s'enlève. Non, c'est un truc qui vous tire. Et en plus, si tu as déjà eu cet argument-là, c'est du grand n'importe quoi, parce que la salle du temps, elle augmente la gravité et elle diminue la teneur en oxygène dans l'air. Ah, en plus, voilà. Ouais, non, mais c'est moi, c'est parce que je me Oui, je suis un expert en Dragon Ball, j'ai un tatou Majin. Ah oui, c'est pour ça. Gros connard qui ramène ça à science. Mais d'ailleurs, il y a l'explication scientifique aussi de pourquoi l'élastique est nul. Enfin, scientifique, mécanique, au sens ingénieur. Ouais, ok, vas-y. Parce que moi vas-y, je vais raconter une anecdote. Non, mais après, je vais raconter une anecdote sur les ingénieurs qui font du street, qui peuvent me casser les bonbons. En fait, quand tu penses savoir un truc aussi et que t'es chiant, tu penses savoir mieux que les autres. Les ingénieurs, ils pensent que voilà, 2 bouts de métal, c'est comme un bras et. Ah bah non, oui. En fait, tu peux analyser les mouvements grâce à la mécanique, mais c'est pour ça qu'aussi on a inventé la biomécanique. Voilà. C'est pour adapter la mécanique à la bio. Voilà, mais certains ingénieurs l'ont oublié ce truc-là. Oui. Ils disaient mais non. Ils te sortent des formules quand tu tapes sur Google, c'est des maths que moi je comprends pas. Mmh. Sauf que biomécaniquement parlant, ça s'applique pas de la même manière. Voilà ça. Mais c'est pour ça. Du coup, sort. C'est pour ça que par contre là, on peut l'appliquer parce que c'est un élastique. Donc l'élastique, c'est de la mécanique. Ouais, carrément. Et en gros, c'est tout bête, mais l'élastique, donc tu as une force de retrait, donc ça t'enlève du poids. Sauf que les gens, ils font pas du hold, ils font pas des presses où à la limite tu peux te poser comme ça et repartir, on va dire, pour limiter la force de ressort. Mais en fait, parce que t'as l'élastique qui te tire. Mais en plus, quand tu fais des mouvements où tu as un espèce de rebond, t'as pas que cette force de tirage, tu as une force de ressort. Donc c'est la constante K pour les ingés. Je sais pas si tu connais le réel où le mec il dit « Mais c'est la constante K, enculé !» Enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais en gros, il y a un mème connu, je suis sûr, s'il y en a qui connaissent, mettez dans les commentaires. Dans le street ? Non, c'est un mème hyper connu, mais plutôt chez les gens qui font des études d'ingé. Et en fait, cette force de ressort, elle est très problématique parce que elle s'assimile en biomécanique, du coup, en tout cas en sciences du sport, à de la pliométrie. Et bon, la pliométrie, c'est le fait d'utiliser tout ce qui est élasticité musculaire, tendineuse, voilà, et utiliser l'élasticité de son corps pour mieux réaliser ses mouvements. Je ne sais plus parler, je vais faire un AVC. Et en fait, tu travaille ta planche, tes planches push-up, tes front pull-up, tous tes mouvements dynamiques et autres, avec une force de ressort que l'élastique t'apporte, mais que tu n'es pas capable de recréer en vrai tout seul. Donc ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Parce qu'en fait, t'en as beaucoup de ça, ils font genre grave des push-ups à l'élastique, ça rebondit, c'est parfait. Et après, tu leur enlèves l'élastique. Même en ADVTOC, ils ont du mal parce qu'ils se retrouvent coincés là. Il n'y a pas la force de ressort qu'ils ont d'habitude. Eh ouais, rangez-moi votre putain d'élastique. Ouais. Mais mettez-le un peu de côté. Faut apprendre à forcer sans, de toute façon. Ouais. Après, ça peut venir en complément, bien sûr. Il y a 2 mots que je déteste dans le street. En fait, on me les sort tout le temps. Même en appel, l'autre jour, le mec il me fait je fais ça et ça. Je fais c'est les 2 mots que je déteste dans le street. Le mec il me dit je fais du dégressif élastique. Je sais, mais les 2 mots que je déteste, c'est dégressif et élastique. Déjà, enlève ton élastique et arrête de faire du dégressif. Juste fais 2 exos dont t'as 2 exos différents. Oui, il y en aura peut-être un plus facile que l'autre et c'est tout. Fais pas du si du coup je fais full front lever à l'élastique. Après je me mets un straddle toujours avec un élastique. Après je rajoute un élastique mais je suis en tuck. Qu'est-ce que tu me fais là? Genre c'est si compliqué le street? Pour moi c'était plus facile que ça. En plus c'est plus fun de forcer. C'est plus fun de forcer et à la fin en plus t'es plus fier de toi. T'as forcé. Tu te l'es buté et tout. Moi, ça me pose pas de souci, tu vois. On est plein à l'utiliser, même Melvin il l'utilise. Ah, mais moi, le fait de, même toi, je pense que tu l'utilises. Non, je parle vraiment du dégressif élastique. Ah, ok. On est capable de l'utiliser, mais pas que élastique. C'est-à-dire que tu fais par exemple, Melvin il avait fait ça dans une story à un moment donné, j'avais bien aimé. Supino falls pull-up. Ensuite, il passe ça sans échauffement, enfin sans temps de repos, pardon. Il passe en prona et après seulement il fait l'élastique. Ah oui, ok. Il rajoute un élastique et après il en rajoute peut-être un deuxième où il l'étire un peu plus pour mettre plus de résistance. Ah oui. Mais du coup, les 2 premières séries, ok. Enfin les deux premières parties, c'est sans élastique. Ouais.
Mais dans quel objectif il fait ça? Là, on est sur de l'endurance, tu vois. Ah bah oui, complètement. Et on n'est pas en train d'apprendre une figure effectivement de force. C'est pour ça. C'est pour ça. La nuance, elle est là, je trouve. Parce que là, vous allez dire, mais Matt, là, tu dis pas faire de dégressif, tu es en train de le faire. Oui, mais là, je suis en train de bosser en combo et je me bute, en fait. C'est pour ça que je suis pas en train d'apprendre une full planche. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que du coup, il y a toujours ce point de vue-là où eux, ils vont te dire, oui, mais toi, tu fais ça. Oui, mais on n'a pas le même niveau. Et ouais, parce que je le fais pas dans le même contexte, pour le même objectif. Il n'y a pas le même niveau, il n'y a pas le même contexte, il n'y a pas le même objectif. Si tu veux juste débloquer ton front, bah, tu peux faire un hold de front, puis mettre l'élastique et refaire un hold de front. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Tu sais, comme Valentin aussi qui propose de faire un hold full max, puis de se faire un hold straddle. Mais là, par contre, il n'y a pas d'élastique. Mais encore une fois, voilà, il faut pas passer son temps avec son putain d'élastique et faire un dégressif en partant de la full jusqu'à la one leg, jusqu'à la tuck, avec que de l'élastique, quoi. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est marrant parce que tu peux faire 10 milliards de vidéos, ça continuera. C'est comme les gens qui pensent que les protéines, c'est du dopage. Il y aura toujours cette croyance. Et c'est pour ça, c'est insupportable. Oui, mais moi, j'adore en parler. Oui, parce que ça ramène toujours quelques rageux. Mais moi, je te jure, je trouve ça insupportable des fois. Non, mais là, je sais, parce que bon, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, merci, vous êtes de plus en plus à écouter mes podcasts. D'ailleurs, pour les gens qui arrivent sur ce podcast-là, comme celui avec Melvin qui a fait pas mal de vues, etc. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Spotify. Mais le Calivolution, donc mon podcast, la majorité, c'est des podcasts en solo. Donc n'hésitez pas à écouter mes podcasts où je suis tout seul. Alors, la plupart du temps, c'est en audio, mais maintenant, je les fais en vidéo. Et des fois, j'invite des athlètes de renommée, comme Axel aujourd'hui. Enfin bref, c'était juste pour faire la petite... Renommée, hein. Bah si, quand même. Je suis un connard comme un autre, hein, les gars. Oui, mais t'es quand même assez reconnu en France pour ton niveau, ton expertise, etc. En plus d'être athlète, t'es aussi coach, tu vois. T'es aussi un ingénieur super sexy. Et justement, tu voulais parler des ingénieurs qui te saoulent. Ah putain, les ingés, putain. Allez, je veux écouter ça. Je veux les infos. Non mais je vous adore. Je vous adore, mais vous êtes vraiment des connards, quoi. Vous me saoulez. En fait, dans un podcast cet hiver, je fais un podcast sur le front lever qui a super bien marché. Je raconte l'histoire du front lever depuis 1954 à aujourd'hui. Ah, trop intéressant. C'est génial. 54 1954 1954 au JO de Berlin, tu vois un mec qui fait un front. Je savais pas. Un race front sur anneau. C'est abusé. Léon Stuckej, qui est un vieux gymnaste. Mais au final, je suis tombé sur une autre chaîne YouTube d'un mec qui retrace toute la calisthénie dans le temps. Il a trouvé des images bien plus vieilles que les miennes. Il est trop chaud. C'est abusé. Je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne, mais je vous l'avais déjà partagé dans un podcast. Et au final, je raconte aussi que... Ah oui, je parle aussi des records du monde de front lever hold. Ok, ouais. Tu vois. Donc au début, c'était Axel de Lexasteel. Oui, Lexasteel, oui. André, qui était vraiment trop chaud. Et après, il y a eu d'autres personnes qui ont battu leur record, etc. Et il y a un moment, le mec qui bat un record, il le fait sur les doigts comme ça, tu vois. Okay. Et du coup, il est plus loin de la barre et on pourrait croire aussi que, moi, c'est ce que je pense. Du coup, c'est plus facile parce qu'il est un peu plus loin de la barre. Après, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prise, tu vois. Donc, il est quand même sur les doigts. Et du coup, je dis, mais c'est vrai qu'après, je suis un peu maladroit, mais je dis, entre guillemets, plus vous êtes loin de la barre, plus c'est facile un front. En gros, je voulais dire, en prise là, ça sera toujours plus facile qu'un gros false grip sur du front hold en endurance, tu vois, pour tenir le plus longtemps possible. Je mets ça, la vidéo fait 50 000 vues ou 70 000 vues, tu vois, vraiment, et on m'arrache le fion. Matt, tu dis vraiment de la merde. Et là, les mecs, ils me sortent des calculs mathématiques, ils sont tous ingénieurs, les mecs. Okay. Il fait, non, en false grip, c'est plus facile parce que tu es plus proche de la barre. Et du coup, vu que tu es plus proche de la barre, tu peux mettre beaucoup plus de force, etc. Blablabla, tu vois. Je sais pas si tu vois un petit peu. Voilà. Bon, moi, je fais du front. Toi aussi, tu fais du front. Je sais très bien que justement, un gros false grip en front hold, ça sera plus dur. Parce que déjà, tu peux moins tendre, etc. C'est chiant pour tendre les bras. Oui. Et c'est beaucoup plus facile justement d'avoir à pleine main la barre ici. Parce que tu es plus loin, mais du coup, ce qu'il disait, c'est plus tu te rapprochais de la barre, plus c'était facile. Dans ce cas-là, une Victo bar, c'est plus facile qu'un front. Si on suit leur... D'accord, oui. Oui, ou un touch, c'est plus facile qu'un front. Voilà. Ok, ouais. Parce que c'est vraiment ce qu'il me disait. Okay. Non, plus tu te rapproches de la barre, plus c'est facile. Ok, ouais.
Et moi, j'ai fait l'erreur de dire, plus tu t'éloignes de la barre, plus c'est facile. Donc c'est vrai, si tu as des bras de 3000 km, ça peut être dur aussi. Mais je veux dire qu'il y a un moment, dans ce que nous, on est capable de faire. Non, mais avec tes bras selon la personne, effectivement, avec ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc tout le monde m'a chié dessus. Et tu as des figures du street en mode Agustin Yepes, qui est un des plus forts en front de France, et même, je sais pas, peut-être top aussi, 10 monde, tu vois, il a juste mis un commentaire en mode « Non, Matt, t'as raison ». Ah oui. Bam. Et tous les mecs les plus forts ont mis Matt, t'as raison. Et Adrien SW qui m'envoie un message en mode j'en ai parlé dans ma vidéo de 4 heures, tu vois, sur YouTube. Si tu veux, prends le petit moment où je parle de ça, tu vois, et mets-le en story. J'ai fait ça en mode, voilà, il l'avait très bien expliqué. Et en fait, tu vois, il me sortait des trucs mathématiques, sauf que là, c'est biomécanique. Et... Mais attends, mais tu sais quoi, je peux même t'expliquer mécaniquement pourquoi ils ont faux. Sans parler biomécanique. Vas-y. C'est pour ça que là, c'est même pas des ingés, je pense. C'est juste des connards. Ah, peut-être. Tu sais que certains, j'ai envoyé des messages. Tu sais, moi, je suis comme ça. Oui. Tu vois, quand on met un mauvais commentaire, bah moi, j'envoie un message vocal. D'aller comprendre. J'envoie un message vocal, comme ça, ils sont caca dessus, tu vois. Moi, j'aime bien faire ça. Ah aussi, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai fait de... Salut, j'ai vu ton commentaire. Viens, si t'as 5 minutes, on en parle. Limite, on s'appelle, tu vois. Il n'y a plus personne au bout du Non fil. lu. Ouais, bah, c'est toujours et ça. il y en a un qui a répondu ouais, au final j'avais raison. J'avoue que j'ai pas vu les choses comme ça, finalement t'as raison, machin, parce que je vais expliquer par rapport c'est les réseaux. Et les autres répondent jamais parce qu'au final ils ont des grandes gueules, tu vois, mais après ils se font caca dessus. C'est ça que j'adore, moi. C'est les réseaux. Et voilà, tu peux m'expliquer maintenant pourquoi ils ont tort. Mais en fait c'est tout con parce que quand tu mets ta main, tu attrapes la barre là comme ça. On va dire que le seul mouvement que tu peux faire en front de bras tendu, c'est une presse. Oui. Et pour ramener ta presse, tu as déjà essayé de faire une presse en false, une raise. Ouais. C'est hyper dur. Ah bah oui, c'est dur. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ta paume, c'est ce qui donne la direction de ta force. Tu vois ? Et si ta paume, elle est comme ça, et que tu essayes de forcer comme ça, c'est un peu chiant. Alors que si ta paume, elle est bien là, et bah, elle accompagne la force que tu mets ici, et là, tu fais ça. Et du coup, bah, forcément, ça passe mieux. Et c'est pour ça qu'en pull-up, c'est plus facile en false. Exactement. Et c'est pour ça que t'as des gens, dès qu'ils font ils font des pull-ups, et en plus c'est souvent les plus forts qui font ça. J'en ai un là, je crois que c'est X-Bin, le frère de, comment il s'appelle ? Celui qui est trop fort, coréen là ou chinois. Moi je connais pas trop les asiatiques. Bref, c'est le frère d'un mec qui est trop fort et qui est trop stylé. Désolé de pas me rappeler du pseudo, je suis un vrai connard. Et ben en fait il pull-up. Il fait touch, machin, il fait même des trucs en wide, et il repasse en touch, tu vois, enfin en close, et hop, il fait ça. Et là, sa presse est pareil, à une vitesse. Et c'est tout simple. Tout simple. Donc même la mécanique peut expliquer pourquoi les pseudo-mécaniciens sont des cons. De toute façon, moi je pars du principe, hein, c'est Axel, l'autre fois, il m'avait posé une question, il m'avait dit j'ai vu ça et tout, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et il me dit, il me dit ça, et moi je lui dis, écoute, est-ce que la personne qui a dit ça a ton niveau ? Enfin, le niveau que tu veux avoir. Non, tu gères, tu gères. C'est comme ça m'a fait marrer, là, je suis tombé sur un réel de Dawei, ça m'a. Et il y a un mec qui donnait des conseils sur les tractions, il disait c'était pas bien de finir sa traction parce que ça va te déboîter les épaules ou je ne sais quoi. Et Dawei qui répond et qui dit les mecs, pourquoi vous regardez la vidéo ? Il porte des gants. Ouais. Il porte des gants de jardinage, le mec, pour faire... Il porte des gants, ouais. J'ai adoré quand il a terminé la vidéo comme ça. Je m'y attendais pas du tout, tu vois. Ça m'a fait trop rire. Et je me suis dit, ouais, en fait, quand vous voulez quelque chose, enfin, quand vous entendez un conseil de quelqu'un, s'il a pas ce que vous voulez, mais parfaitement, vous écoutez pas. Voilà, c'est bon, c'est tout. Voilà. Ou alors... Parce que j'aime bien nuancer ce que je dis aussi, hein, parce que je suis un connard avec les gens en nuançant ce qu'ils disent, mais je nuance beaucoup ce que je dis aussi. S'il n'a pas parfaitement ce que vous voulez, il a une forte capacité de remise en question. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Il y a deux choix. Sinon, tu n'écoutes pas. Bon, là jusqu'à... Je sens que tu vas me parler de la pull-up en meilleur exemple. Jusqu'à maintenant. Ouais, mais là justement, tu vas me sortir ton... Tu vas me parler... je vais plutôt te donner une anecdote parce qu'en fait, c'est pas... Je pense que de toute façon, là, tu vas me parler... tu vas me sortir des formules mathématiques et je vais te dire... Ah, une lumière qui marche plus, c'est pas grave. Bon, ça va pas changer grand-chose en vrai. Tu vas me sortir des formules mathématiques et du coup, ça va me casser. Bref, moi, je vais te parler d'expérience, tu vois. Donc là, on va pas être d'accord avec Axel.
Non. Ok. Excel, je suis pas d'accord avec toi. Donc, quand je t'ai demandé du coup le meilleur exo pour débloquer un front, alors bien sûr, bon ça a nuancé parce que du coup à quel niveau, tu vois. Genre le mec qui a juste un tuck, la meilleure truc c'est mettons en advanced tuck et après on verra. Exactement, on va beaucoup le nuancer et en plus tu m'as dit de répondre le plus vite possible. Bien sûr. Mais je veux dire que moi, un mec qui n'a pas encore le front, on va dire qu'il a, je sais pas, même pas un one leg ou il commence à avoir un one leg par exemple, il a une advanced tuck, je le fais même pas travailler. Ouais, je peux travailler ses pull-ups un peu, mais ça va être 10% de son entraînement. Oui, parce je que vais le me mec il peut focaliser. juste faire ça de toute façon. Oui, et puis même s'il arrive, je vais me focaliser sur du bras tendu, que ce soit en statique ou en dynamique. Tu vois. Ok. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu m'as dit les pull-ups Alors, pour déjà, améliorer son front de bras tendu? Ouais, alors déjà, en fait, c'est con, mais c'est pour ça que je te l'ai dit hyper rapidement. C'est vraiment un automatisme maintenant. C'est que dès que quelqu'un venait au parc nous demander c'était quoi le meilleur exo, on répondait systématiquement ça parce qu'on avait tous progressé grâce à ça. Tu vois. Ok. Mais parce qu'on était déjà fort en muscle-up, on était déjà fort en traction. Ouais. Dès qu'on a fait une tuck, on était limite capable de la pull-up, tu vois. Donc, il n'y avait pas trop de soucis. Par contre, quand tu démarres de rien, effectivement, pour moi, il faut commencer à faire des pull-ups relativement tôt, je vais expliquer pourquoi après, mais dans la mesure de ce que tu es capable de faire, parce que même si c'est une ADV tuck, si ta pull-up tu peux la tirer que jusqu'à là, ça veut dire que c'est de l'intensité pour toi. Donc l'intensité, encore une fois, faut pas bombarder non plus comme un gros chien. Pourquoi les pull-ups c'est intéressant pour moi? Parce qu'en fait c'est simple. Je vais parler de planche parce que j'arrive mieux à l'expliquer sur la planche. Ok. Et on va planche. Tu m'as pas dit que faire des lignes planche push-up c'était le meilleur exo pour la planche. Non, justement, ça va être totalement l'inverse. Je vais parler de presse. Ok. Tu vas voir. En gros, pour générer de la force sur une position basse, donc la position basse de la planche, c'est la planche. D'accord? On part de ce principe-là. Tu as deux solutions. Tu fais du hold ou des presses. Voilà. Les push-ups, elles ne serviront à rien. Ou alors tu vas travailler le bas. Si tu fais des push-ups, tu vas plus travailler ta semi-planche, entre guillemets. C'est ça, parce que la semi-planche génère beaucoup de force. Elle permet de générer beaucoup de force, mais derrière, tu peux retranscrire cette force que tu as générée en travaillant spécifiquement la planche. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, tu as tous ces concepts-là. Donc ça, c'est du travail classique. Mais en fait, tu as un travail, mot que j'adore en ce moment, autant que ligne planche, c'est explosivité. Mais je sais, mais tu vois que par ça. L'explosivité. Parce qu'en fait, au début, quand tu n'as pas de force pour ton mouvement que tu veux débloquer, il ne faut pas hésiter à travailler l'explosivité. Pourquoi? Parce que l'explosivité, c'est un moyen d'activer le même type de fibres que celles qui sont activées pour la force pure. Et donc, si tu travailles en explosif avec, genre par exemple, 60% de ta charge maximale, et en fait, tu vas entraîner tes fibres musculaires qui vont être responsables de ta force, tu vois. C'est comme ça que, en travaillant des presses hyper explosives, j'ai été trop fort en maltaise le jour d'après, tu vois. Et ça s'est confié. En fait, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, c'est sympa et tout. J'aime bien parler de ce que je découvre à Gemini, l'intelligence artificielle, pour voir s'il confirme et tout machin. Mais à chaque fois, dans le prompt, je lui dis, dis-moi si j'ai tort, parce qu'apparemment, il peut vraiment aller loin dans le fait de te suivre sans te contredire. Dis-moi si t'as tort, si j'ai tort, tu vois. Et du coup, il me dit souvent que j'ai tort sur certaines mini-trucs où il les nuance, tu vois. Et du coup, donc tu taffes un truc plus simple pour générer plus de force sur un truc plus dur. Et donc, pour débloquer plus de force sur ton hold en presse, en planche, pardon, et tu peux faire des presses très explosives. Parce qu'en fait, donc ça c'est Gemini aussi qui me l'avait expliqué via un article, je lui ai demandé sa source, et en gros, le fait de passer d'une position isométrique à un mouvement dynamique le plus vite possible, nerveusement, ça crée une génération de force qui est extrême, et du coup ça force une adaptation extrême aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu veux un mouvement, il faut taffer ce qu'il y a au-dessus. C'est vraiment du grosso merdo pour que vous compreniez, hein. Parce que techniquement, quand tu inverses le truc, ça peut aussi être vrai, genre, tu vois, en mode la semi-planche, elle peut générer potentiellement, en tout cas, c'est Axel NCLS qui m'avait montré les graphiques, elle génère plus de force que des push-ups. Mais grosso merdo, sur la planche, les presses en explosif vont générer énormément de force que tu vas pouvoir retranscrire immédiatement sans retravailler spécifiquement la planche sur ta planche du coup. Et donc le front, et les pull-ups ça marche. Mais
encore une fois, si tu les fais lentement, si tu fais des séries un peu nazes, que tu n'essayes pas d'être explosif et tout, bah effectivement, ça peut en être le pire exo. Ok. Si tu n'essayes pas d'aller touch, si tu n'as pas une intention de malade et tout. Et aussi, est-ce que tu es capable de faire suffisamment de pull-up pour que ça ait une influence sur ton front? Oui, pour que ça soit vraiment intéressant. Parce que si c'est encore trop de l'intensité, oui, ça va te faire prendre de la force, mais ça va te blesser si tu les bombardes. Du coup, voilà. C'est pour ça que je rejoins. En fait, on n'est pas d'accord de base, mais je pense que, en tout cas, moi, je suis quand même relativement d'accord avec toi parce que tu nuances le fait que moi, je l'ai utilisé à un moment donné où mon front, je l'ai eu en 3 séances. Oui, tu avais déjà ton front. C'était classique parce que le dos était déjà bien, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai des élèves, ils partent de zéro. Ils tiennent la tuck, mais difficilement et comme ça, tu vois. Bah là, je leur fais pas faire de pull-up. Oui, je leur fais pas faire de pull-up du tout. Hein. Oui, ou alors des tractions lestées pour acquérir plus de force au niveau du dos global. Oui, ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que ils sont très rares à avoir des barres de traction à dispo. Moi, quand ils ont le matos, pour pas faire mais oui, pourquoi tout le temps de la tuck, ça peut être chiant. Moi, je suis totalement d'accord. Je leur fous des tractions lestées. C'est lestées. comme en planche. Moi, je dis souvent, dans mes programmes planche, il y a des handstand push-up. Ah, mais moi aussi. Parce que j'adore ça, c'est trop drôle à faire. Et puis même, ça renforce les épaules. Si tu fais de la ligne planche tous les jours, tu pètes un câble. Ah, tu vois, non. C'est ça. Moi, je l'ai fait, j'ai pété un câble. C'est pour ça que j'ai arrêté la straddle planche dès que j'ai eu. Ah ouais, mais c'est ultra chiant. C'est que je faisais ADV tuck, lean. Alors certes, ça marche hyper bien. Hein. Certains vont dire, non, mais ça sert à rien de faire des HSPU, des 90, des semi-planches, trucs comme ça. Faut juste bombarder de la planche. Mais les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est chiant. Surtout que le chemin va être long. Hein. Pour quelqu'un qui n'a pas encore de straddle, qui veut une full et qui n'a pas des grosses capacités de base, qui a jamais fait vraiment ça se trouve, il aura sa planche dans 2 ans, dans 3 ans, imaginons. Faire 2-3 ans de ligne planche et d'advanced tuck, les mecs, vous changez de sport. Ouais. Du coup, moi, mon idée, c'est de se dire, tiens, ici, on débloquait des trucs intermédiaires. Tu vois, on va débloquer des HSPU, des 90, même une planche bras plié, le mec va avoir des sensations de voler, tu vois. Bon, certains me chient dessus en mode non, c'est de la merde, Matt. Voilà. En plus, je comprends pas les gens qui te chient dessus parce qu'un des mecs les plus forts actuellement en force brute, quand même, c'est Dailong. Je sais pas si t'as vu sa vidéo, il fait 100 push-ups, 100 press, 100 pull-ups. Pendant m'entraîner. Après qu'il ait fait ça, il fait encore des séries et genre à la 27e série, il tape des pélicans. Tu vois. Et c'est un des mecs qui fait le plus de handstand push-up et de 90 push-up. Je pense à Tinaka aussi. Je sais pas si tu vois qui c'est Tinaka. Je crois qu'il est japonais. Comme je t'ai dit, je connais pas trop les asiatiques en street. Mais Tinaka, regardez sur Instagram, c'est un des seuls au monde qui a la planche, la vraie 2 doigts du coup, techniquement. Ah, avec son sol revêtu avec un dirait vraiment kaki là. Je sais plus, il est toujours dans une espèce de mini salle japonaise un peu dojo. Ouais. Et il a une des transitions. Je vois. Et il a une des transitions les plus incroyables, c'est maltaise très large, il saute sur les doigts. Et ce mec-là, il bombarde les handstand push-up. Et il bombarde les 90 push-up. Mais en fait, c'est parce que déjà, ça permet à ton corps de faire des choses plus faciles et de se reposer un peu. Mais en plus, la force que créent les handstand push-up et les 90 push-up, c'est de la force que derrière, en travaillant spécifiquement ta planche, tu peux la retranscrire. C'est pas... Enfin voilà, moi la planche, je l'ai eu hyper vite. Pourtant, j'ai jamais fait de force à bras tendu. Quand on m'a demandé de tendre les bras, j'étais en mode « Ah, quelle horreur !» Et en fait, c'est juste de l'adaptation. C'est comme tu demandes à n'importe quelle personne qui a de la full planche, s'il sait faire un drapeau, s'il sait pas le faire, à la fin de la séance, c'est sûr il sait le faire. Parce qu'il s'est juste pas forcé de manière à appliquer sa force de la bonne manière. C'est génial. Je sais pas parler, putain. C'est génial ce que tu me dis. Non mais oui. Et pour pas trop s'écarter du sujet, oui, c'est vrai qu'on est d'accord avec ça. De base, mais sur le... Donc là t'es en train de me dire, ok, ce qui est bien pour, on va dire, ta phase isométrique de ta planche, c'est de travailler de l'explosivité du coup, donc en dynamique, en concentrique. En presse. Donc, on est quand même sur du spécifique bras tendu. T'as remarqué ? On est quand même sur du bras tendu. Ouais, mais ça marche aussi bras plié. De front à la tuck. Enfin, de front pull-up. Et bah pour moi, pourquoi on ferait pas justement plus de raise plutôt que de pull-up, tu vois ? Parce que justement, là, tu vas passer plus de temps bras tendu. Ouais, mais alors moi, je suis moins... En fait, c'est différent parce que la force à bras tendu et bras pliés n'est pas la même en push, parce que c'est vraiment pas la même chose. Mais en fait, tu te retiens en front. Tu vois, tu retiens ton poids, tu le tires activement, mais c'est du tirage. Et en fait, ça, bon, je vais pas faire le mec qui s'y connaît parfaitement sur l'explication en elle-même, mais en gros, ta force là, enfin là, c'est plus dur que là, tu vois. Et si tu arrives à te retenir là, tu arriveras à te retenir là. Je suis pas d'accord. Et ben moi, je suis d'accord. Mais si tu l'as travaillé spécifiquement,
Attention, si tu fais que ça et qu'après tu essaies de tendre les bras, tu n'y arriveras jamais. Oui, voilà, ok. Donc il y a quand même une il y a toujours du travail très spécifique. Ouais, il y a quand même une partie ISO bras tendu. Ah ouais, mais totalement. C'est pas genre en mode t'arrives, tu me dis c'est quoi le meilleur exo pour avoir le front. C'est moi je te dis ADV Tuck Pull-Up, c'est ADV Tuck Pull-Up à spammer comme un gros porc à la fin de ton training. Mais derrière tu dois taper ton front. Ouais, bien sûr. Ok. Non, mais c'est vrai que moi, par expérience, pour moi justement, ça fait pas énormément progresser. Et même moi, je le vois sur moi. Je suis capable de te faire des combos front de 20 à 30 secondes sans faire de galipette ni rien. Genre entre du touch raise, des pull-ups, etc. Alors que je suis même pas capable de tenir 20 secondes un front. C'est-à-dire que je suis même plus fort en bras pliés plutôt qu'en bras tendus. Et ça n'a jamais vraiment... Alors j'ai fait mon max hold en fin de training il y a un mois avec les copains là. Je crois que j'ai fait genre 14 secondes, j'étais au bout de ma vie, tu vois. Mais genre, je suis très fort bras pliés, bras tendus, je suis trop nul. Et j'arrive même pas à lock, hein. C'est même pas validé. C'est-à-dire que je suis comme ça. Mais oui, parce que moi je pense que t'as pas eu assez de spécificité sur le bras tendu pour retranscrire ça. C'est ça. C'est pour ça que je disais que j'étais pas d'accord avec toi. Ce qui veut pas dire que c'est complètement de la merde. On se rejoint quand même sur l'explication globale. Mais du coup, j'ai énormément de force pour maintenant aussi retransférer sur mon bras tendu. C'est ça. Mais si je fais pas du tout de spécifique, dans tous les cas, il va rien se passer. Parce que moi, tu vois, ce que je faisais, c'est que le jour où je me suis mis à faire que ça, des pull-ups, des touch, et à faire de temps en temps en fin de séance, même très régulièrement, des mini front hold, tu vois. Même si j'allais pas à mon max à chaque fois, j'en faisais beaucoup en fait, tu vois. Et à 6 mois après, je suis passé en 6 mois de 10 secondes à 42 secondes de front. T'avais 42 secondes de front? J'avais 42 secondes de front. Putain, t'es chaud. Mais parce qu'en fait, le front hold pur, je le faisais bêtement, mais souvent. Ouais, mais t'en faisais régulièrement. Et pas et pas beaucoup, tu vois. Mais en fait, à chaque fois, je faisais mes genre max 10 secondes, ou des fois, on me disait, vas-y, fais un petit hold et tout, machin, hop, je bêtais 4 secondes, tu vois, c'est réglé. Mais je le faisais hyper souvent, en mode grise de groove. Et je pense que c'est ça qui a marché parce que, tu vois, je les ai jamais réellement retentés, mais à certains moments, le front, il me paraissait vraiment beaucoup plus compliqué mais genre pas une journée parce que j'étais nul, en mode pendant des périodes, parce que justement, j'avais moins ce truc-là où je holdais. Donc oui, en fait, tu crées de la force. Où je holdais. Et en fait, il faut créer cette force-là et ensuite toujours la retranscrire, tu vois. C'est comme, en vrai, tu fais des combos planches. Tu fais tout le temps des push-ups, des presses, des machins. Ton hold, il augmente pas. Hein. Par contre, si tu fais du hold en renfo spécifiquement et que tu essayes de taper tes meilleurs holds, vraiment d'aller chercher sur le nerveux, et que derrière t'as bien bossé presse, tout ça, même de la maltaise parce que ça génère encore plus de force et tout, là ton hold il augmente. Ouais, donc la leçon c'est ne jamais négliger le vrai spécifique, donc du vrai hold si vraiment vous voulez du hold. Mais c'est vrai que tout ce qui va être autour, vous allez dégager de la force. Donc on va construire de la force. Hein. Avec tout ce qu'on fait, on va construire de la force. Mais faites un exercice vraiment spécifique à la figure que vous voulez spécifiquement. C'est-à-dire que comme toi, tu étais déjà fort, on va dire, en poussée, tu as dû faire du spécifique planche bras tendu pour débloquer la planche, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que tu n'avais pas de... Enfin, tu avais débloqué de la force avant. C'est ça. Certains pourraient croire que tu n'avais pas du tout de force, tu étais comme tout le monde, et que tu as eu ta full planche en 3 semaines, en 3 mois. J'ai eu énormément de force. Alors que justement, tu as débloqué de la force avec d'autres exercices, comme en front, ça pourrait être des front pull-up ou des handstand. Moi, j'aime bien les handstand press bras tendus, par exemple, pour les gens qui commencent la planche, tu vois. Qui ressemble un peu à des tuck press, etc. Tu vois. Mais après, du coup, on néglige pas le travail spécifique de ce qu'on veut vraiment. Tu vois. Mais tu vois, je te donne un exemple simple. J'ai fait du judo, donc ça m'a permis de débloquer énormément de force. Et après le judo, j'ai commencé un peu le street et tout, machin, mais en mode juste set and rep. Tu vois, on faisait un peu de traction et tout avec les potes, parce qu'on n'avait plus d'argent. On n'avait pas d'argent à l'époque pour aller à la salle. Et après, on en a eu un peu. Et je suis allé en salle et je me suis pris un coach. Bon, c'était compris dans l'abonnement, hein, donc voilà. Ah oui, ça m'a pas coûté. Coach. Ouais, mais alors lui, il était hyper investi. Ah ouais, mais parce qu'en fait, il avait détecté peut-être un bon potentiel, parce que je lui ai dit, ouais, ça, à l'époque, j'avais 1 an de salle. Peut-être qu'il te trouvait très sexy. Ouais, peut-être. Non, j'étais horrible. Je venais le matin en pyjama à la salle. Bref, c'est horrible. Je ressemblais à un singe. Et en fait, je suis allé le voir, mais ouais, j'avais déjà quasiment 100 kilos développé couché. Et au squat et tout, j'avais pas mal de perf aussi. Du coup, il s'est senti investi, tu vois. Et en fait, je faisais donc power.
donc SBD, soulevé de terre, deadlift, squat, développé couché, et en même temps un peu d'haltérophilie pour le renfort, avec épaulé jeté et développé militaire. Et en fait, je suis allé très haut, mine de rien, sur chaque truc. C'est pour ça que j'ai du mal à perdre mes 10 balls. Elles sont pas très épaisses, hein. Voilà, j'ai pas des jambes de bodybuilder actuellement, mais j'ai pas les jambes de ceux qui n'ont pas de jambes. Mec, est-ce que tu peux me rappeler ton poids et ta taille, s'il te plaît? Là, je fais 60... j'ai perdu. Je suis à 71 et quelques kilos pour 1,75. Mais semaine dernière, j'étais à 74 kilos. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est un mec 1m75 pour 74 kilos. Il y en a à 69 kilos, ils sont en mode ah, mais non, mais pour faire des planches, faut faire 60 kilos. Non, c'est une connerie, hein. C'est comme Kalirama. À 90 kilos, vous pouvez faire une full planche. Si lui est capable de faire, 20 planches push-up tout press en suppi à 74 kilos à l'entraînement. Oui. Tout presse, ouais. Ouais, tout presse. Ah ouais, c'est abusé en vrai. C'est abusé. Mais ouais, et puis t'as Axel, mon pote là, qui avait fait. Il est gigantesque. Il avait fait straddle de doigts, il fait 1,60, quasiment 1,79. Pour à ce moment-là, il faisait 76 kilos, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis même Daylong, à un moment donné, personne n'avait remarqué. Il faisait 1m90, Daylong, à un moment. Ouais, à un moment donné, il faisait 1m90 et elle a perdu là. Non, il fait 1m72, 73 Daylong, mais à un moment donné, il faisait plus de 80 kilos et il tapait quand même des maltaises extrêmement larges en prona. Après lui, c'était ancré, tu vois. Oui. C'est comme moi, je suis monté à 75 kilos. Le combo que j'ai fait l'autre fois, là, les 10 push-up doigts, tout presse. Hop, retransi, sauter sur les doigts, tout transi, l'ISN, paume, tout doigt. Quoi, transi, ISN? ISN. Ah, j'ai compris. Non, pas ISN. Enfin, tous les transis à la fin, là, j'étais à 64, plus de 74 kilos, tu vois. Et je l'ai faite. C'est abusé, en vrai. Ouais. Même la Carmona, je l'ai fait, j'étais à 73 kilos. Tu vois? J'étais pas du tout... tu vois, c'est vraiment genre juste, faut créer de la force. Et en plus, plus tu travailles explosif, plus ton poids, tu l'oublies. C'est ça aussi qui est intéressant. Okay. Et en vrai, c'est trop bien aussi de travailler ta force avec, je sais pas, imaginons là demain tu fais 80 kilos parce que bon, t'as un gros sac, mais tu développes ta force de zinzin à 80 kilos. Ah ouais, après quand tu perds ton poids, t'es royal. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on se rajoute des contre-élastiques, qu'on se rajoute. D'ailleurs, ouais, tu vois, on disait utilisez pas les élastiques. Si, mais à l'envers. Oui, à l'envers, c'est bien par contre. Hein. C'est pas mal ça aussi. Mais est-ce que le fait aussi que ça rajoute de la plio, ça peut aussi être chiant? Ah, bah non, là c'est bon, parce qu'en fait ça rajoute de la plio, mais au moment où c'est le plus dur. Ouais. En fait, tu viens avoir imaginons que tu fais des push-ups. Tu viens avoir un rebond en haut, là où déjà tu as du mal à tenir. Et d'un coup, le rebond, il est censé t'envoyer vers le bas. Donc c'est encore mieux, tu vois. Ou même pour les pull-ups, c'est censé te ramener à chaque pull-up vers le bas, donc c'est le bas de la pull-up qui est hyper dur. Mais c'est aussi, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup me renseigner aussi sur tout ce qui est musculation pure, avec par exemple les vidéos de Nassim Saïli, parce qu'en fait, ce qu'il explique sur les tensions mécaniques et où est-ce qu'il faut placer le maximum de la tension, et bah, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est retranscrivable sur le street. Ouais, c'est bien de se dire que c'est le haut de la pull-up qui est dur. Mais si t'arrives à rendre le bas de la pull-up ou le milieu de la pull-up très dur aussi, c'est trop bien. Parce que tu deviens encore plus fort si tu es sur des amplitudes où souvent les gens, moi premier, hein, on tend pas les bras pendant un spam pull-up to touch, tu vois. Ah oui, non, toi tu tends pas les bras. Ça, bah moi je tends pas du tout les bras. Hein, et en fait, moi j'aime pas tendre les bras sur des... Non, je sais. Mais j'aime pas tendre les bras sur les spam pull-up parce que déjà je suis trop faible pour atteindre mon spam pull-up actuel avec les bras tendus. Ça c'est totalement clair et net. Et parce qu'en fait c'est les combos créatifs et beaux que j'ai envie de tendre les bras, tu vois. Ça se voit déjà plus quand je fais des beaux combos que j'essaye plus. Ouais, mais déjà c'est parce que... Attends, j'ai trop de trucs à dire sur ce que tu me dis là. Mais déjà c'est beaucoup plus accepté dans le monde du street de pas tendre les bras en fonte plutôt qu'en planche. Ouais. Désolé, tu fais une planche, t'as un bras qui est un peu comme ça, tout le monde va le voir. Ouais. No rep. Ouais. Qui fait des frontes comme ça? J'en vois pas beaucoup. Hein. Bah oui, il y en a très peu. Très peu. Ouais. Parce que déjà c'est dur. Hein. Ouais. Mais au final, même en planche, un front vraiment lock, c'est vraiment dur. Parce que souvent on engage un petit peu plus ici, tu vois, parce qu'on compense forcément, tu vois. Donc entre ça et ça les gens le voient pas trop, tu vois. Mais vraiment lock, c'est vraiment dur. Pour ça quand vous faites des pull-ups genre pou, tellement dur. Mais c'est tellement plus dur, ouais. C'est abusé, hein. Et j'ai envie de te poser une question parce que je sais qu'il y a mon élève David qui nous écoute là.
Parce qu'il regarde tes vidéos, il écoute les podcasts, etc. Dédicace à David. Et il est trop chaud en pull-up. Ok. Et il adore se rajouter du lest en pull-up. Je crois que tu en avais parlé l'autre fois. C'est un malade. Et du coup, là, il est en contre-élastique, plus 2 kilos au pied. C'est abusé. Il fait à 4 reps comme ça, tu vois. Boum, boum, boum. Qu'est-ce que tu en penses de cet exo-là? Moi, j'adore. Ouais, j'adore. Quand je vois Ryan aussi, lui, il avait mis lesté cheville, lesté gilet. Et contre-élastique. Ouais. Vous êtes des psychopathes, les gars. Mais en fait, quand t'es comme ça, tu vas chercher... T'es obligé en fait d'aller chercher de l'explosivité parce que sinon tu peux pas monter. Et en fait, c'est là que ça crée énormément de force. Bon, par contre, t'as pas spammé comme un connard tous les jours, tu vois. Parce que c'est très facile de se blesser. Mais tu vois, moi, je connais énormément de gens, à chaque fois, ils finissent blessés. Mais parce qu'ils bombardent, mais de fou. Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de faire 3 heures, tu vois. C'était même Valentin OTZ qui disait ça à l'époque. Il disait, les gars... moi, je fais pas 10 000 combos par séance. Mes combos, un de mes combos, il fait genre 10 des vôtres. Donc oui, je vais pas faire 3 heures de training. Ça sert à rien. Ah, ça dépend de l'intensité que tu mets dedans, c'est sûr. Bah, c'est ça. Si tu fais des combos intenses, tu vas pas en faire 1000. Et en plus, les gens, ils traînent tout le temps de la même manière, alors qu'en fait, il faut varier. Il y a des séances où tu fais beaucoup d'intensité, il y a des séances où tu fais beaucoup de volume, mais aussi comment tu gères ton volume. Est-ce que c'est beaucoup de séries pour très peu de reps à chaque fois? Ou est-ce que c'est très peu de séries, mais beaucoup de reps par série? Il y a énormément de paramètres à voir. Effectivement. C'est là où justement, plus tu augmentes ton niveau en street, plus ça devient complexe comme ça. Bah ouais. Parce que c'est vrai, quand tu veux débloquer un front ou juste une straddle planche, ça on le voit moins. Tu vois, moi je le vois en coaching avec mes élèves. C'est plus simple. T'as 2 à 3 séances différentes. Ouais. Bon, une séance que tu fais tout le temps, ça va être chiant, mais t'as 2 à 3 séances différentes, ça fait large le taf. Moi je le vois à mon niveau en ce moment. Putain, bon déjà là en ce moment, parce que moi j'aime bien avoir une petite prog quand même. Là en ce moment j'ai pas de prog, tu vois, je suis au pur feeling, mais je suis en train de redécouvrir des trucs là. Genre je mets tellement d'intensité, tu vois, quand je me suis entraîné avec toi et Asta, ou même 2 jours avant avec Toolbars, j'ai mis tellement d'intensité, genre là 3 jours après, je fais des one leg pull-up, mec. Ah, moi j'adore les one leg. Parce qu'au final, tu vois, j'ai tellement bombardé, après mon énergie elle est là, mais ça veut pas dire qu'elle est là que ça va pas être productif, etc. Oui. Et au final, tout devient plus complexe dans l'entraînement, tu vois. Et puis en plus, tu vraiment du jour le jour. Tu te heurtes un truc, c'est que à notre niveau, surtout, c'est la fréquence aussi qui rentre très fortement en compte. Parce que faut garder les tendons frais, parce que vos tendons, ils ont bien compris que quand ils font rien pendant un jour, ils ont l'impression que ça y est, c'est bon, ils peuvent se raidir et être peinards. Non, il faut les matraquer, mais les matraquer de la bonne manière, attention. Voilà, faut faire gaffe. Mais du coup, c'est pour ça que la one leg, ça peut être trop bien en front. Moi, il y a des séances, je vais au parc vite fait en sortant du taf, je fais 30, 40, 50 one leg pull-up, je me casse. Mais tu vois, au moins, c'est pas trop intense, tu vois, pour. Et puis en plus, je l'ai fait, mais des fois, je l'ai fait sur 20 séries. Ah oui, ok, ouais. Mais des fois, je l'ai fait en très peu de séries. Des fois, j'ai fait en beaucoup de séries. Parce que quand je sens que mon dos, il est un peu bouffé, je fais beaucoup de séries. Comme ça, à chaque fois, ça me tue pas trop. Et quand je sens que je suis parfait, je fais mes max à chaque fois et je fais très peu de séries. Ok. C'est ça qui est chiant parce que le street c'est très ingrat parce que pour pas se blesser il faut être fort, il faut être actif sur sa manière de pousser et en plus il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. C'est un peu chiant, c'est l'inverse quoi. Il faut savoir se faire confiance, etc. Alors qu'en muscu, oui il y a une histoire de technique qui rentre en compte, mais le poids est hyper facilement, tu peux faire varier le poids hyper facilement, tu peux mettre un poids qui est totalement adapté à ta technique de merde, tu vois. Alors que le street, c'est un peu plus dur, quoi. Ah ouais, là, c'est dur de mesurer nous en street. Et d'ailleurs, je pensais à un truc tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Mais en fait, juste pour revenir sur les gens qui font trop d'élastique, qui font que d'élastique. Vas-y. En vrai, je vous adore. Parce que vous faites déjà du street. Donc moi, j'adore tous les gens qui font du street. C'est cool. Mais mettre, je sais pas, des gros doubles élastiques jaunes sur une maltaise, c'est comme si qu'au développé couché, votre objectif c'est de soulever 100 kg. Bon là vous arrivez à soulever que 30 kg, vous êtes gaze. Et vous mettez 2 plaques de 50 là, bon plus la barre, ça ferait plus de 100 kg. Et vous voulez soulever 100 kg et vous mettez des gros élastiques pour retenir les 100 kg. Oui. C'est exactement ce que vous faites. C'est que
Du coup, Tu sais même pas soulever 50 kilos sans l'élastique. Vous voulez montrer que non, je soulève 100 kilos. Oui, il y a un peu d'élastique, mais je soulève 100 kilos. Oui, mais c'est comme si vous souleviez, je sais pas, 30 kilos au final. La planche ou la maltaise, quand vous mettez des gros élastiques, c'est la même chose. Apprenez à faire une tuck. Mais si tu mets des élastiques pour que ça fasse 30 kilos, au final, mets tes 30 kilos. Oui, voilà. C'est ça que j'essaye de dire. Non, mais moi, en fait, c'est ça qui est très bizarre. Moi, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. C'est qu'il y a des gens pour qui c'est pas forcément logique. Mais non, et c'est ok. Et c'est ok, mais c'est surtout moi, j'essaye de me faire à l'idée, tu vois. J'ai beaucoup de mal à penser que c'est possible de pas, que ce soit pas logique. Tu sais ce que je me dis des fois? Tu sais, il y a des disciplines que je connais pas du tout. Et j'ai des schémas de pensée nuls, tu vois. Genre, je sais pas, tu me prends le ski alpin, je sais pas, moi je pourrais te dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a un pro du ski alpin, il pourrait dire, mec, c'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Bah oui. Donc tu vois, des fois je me mets à ce niveau-là et je me dis, vas-y, certains qui commencent la calisthénie ne peuvent pas comprendre. Non, mais c'est vrai que parce que même moi, l'autre fois, j'avais fait un tour en voiture sur circuit avec mon père pour son anniversaire. Et le mec, il me dit de prendre des trajectoires, mais même moi qui suis ingé, j'étais là en mode comment ça va. Après, il m'a fait prendre les trajectoires, j'ai trouvé ça hyper logique d'un coup, tu vois. Parce que au final, en les prenant, j'ai compris la mécanique du truc. Mais en fait, ça paraît pas logique, tu vois. Et tu sais que maintenant, je conduis comme ça sur la route. Ah ouais? Bon, pas à 200, mais du coup, je prends l'arête extérieure sur le rond-point. Non, mais ouais, il y a certaines techniques que j'emploie pour limiter encore plus les risques. Pas pour conduire plus violemment, pour limiter encore plus les risques. On en parlera après si jamais ça t'intéresse. Ça c'est pas du street, ça. Par contre, t'as 3% de batterie. Et nous, vraiment, parce que là, ça va durer longtemps, je pense, mais on pourrait vraiment faire genre 2-3 épisodes. C'est limite, genre dans un mois, on en refait un. Ah, mais moi, et en fonction des réactions qu'il y a eu sur le podcast. De ouf. Non, en vrai, mettez dans les commentaires. En vrai, mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on discute de certaines choses, même des polémiques, des machins. Moi, j'adore. Avec Axel, on parle très facilement parce que vous voyez, ça peut partir un petit peu très loin. Et moi, j'adore. On avait déjà fait un épisode de podcast sur le SWA podcast il y a déjà 2 ans de ça. 2-3 ans. Pareil, on a eu des problèmes de batterie avec ta cam, etc. Ah, de fou. Quel enfer. Et là, du coup, c'est le deuxième podcast qu'on fait. Et là, on n'a pas encore terminé. J'ai envie de revenir un petit peu sur les compètes, parce qu'on t'a un peu vu quand même dans le milieu compétitif, notamment dans un événement que tu adores. Tu l'as évoqué au début de l'épisode, c'est ISN. Tu as participé à ISN 1. Comme tu sais, après, il y a eu ISN 2, on était ensemble dans les gradins. C'était génial. Voilà. Moi, j'en ai chialé à la fin de l'event. J'ai vraiment pleuré. Vraiment. Ouais, moi, j'avais une petite larme qui aurait pu sortir, mais je sais pas pourquoi j'ai trop de mal à pleurer. Ouais, on pleure ensemble, t'inquiète pas. Et ISN 3 qui est annoncé demain. Ah, c'est ça l'info, ok. J'ai reçu un message. Incroyable. Parce que comme tu sais, je suis dans le groupe de l'organisation cette année. Oui. Et du coup, c'est annoncé déjà demain à l'entraînement où on va demain, donc ils vont l'annoncer. Et du coup, après, ils vont l'annoncer sur Instagram. Donc cette année, c'est encore plus gros, etc. Mais du coup, j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus, déjà sur ta participation, qu'est-ce que tu avais aimé et pourquoi tu penses que c'est le meilleur event de street en ce moment? Parce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, moi je pense que c'est le meilleur event de street parce que déjà il y a cette truc où en fait c'est très bien fait, c'est fait par des athlètes, mais par tout niveau d'athlètes. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. T'as Agustin qui est un des meilleurs français, c'est un des meilleurs fronteux mondiaux, je pense. Carrément, ouais. Donc, et t'as des gens qui sont plus random entre guillemets, sans méchanceté. T'as des gens aussi qui sont dans le unbalance. T'as des gens de partout. Et ça c'est génial. Donc déjà c'est fait par un groupe qui est vraiment soudé et qui est efficace sous beaucoup de plans. Mais en même temps, c'est jugé par les athlètes, par les spectateurs. Par le public, c'est ça. Donc, t'as que des athlètes qui sont hyper bon délire qui viennent. Ah bah oui, parce que... T'as pas des connards, parce qu'il y en a, c'est des princesses. Hein. T'en as, c'est des vrais... Je lâcherai pas de nom, ça sert à rien, mais... Si. Non. non. Mais il y en a, c'est des vraies princesses. Il y en a, ils refusent. Il y en a, ils ont refusé de venir les années précédentes parce que c'est jugé par les gens, tu vois. Ouais.
Et tu vois, moi, si je me prenais la tête de ouf, bah, ça m'aurait cassé les couilles de perdre contre Vincent Calibre, ça se trouve, tu vois. Alors que pour moi, non, il a gagné. Moi, j'étais, pour l'anecdote, j'étais chez les parents de Mathilde, on était en vacances chez eux juste avant, et son père, c'est un ancien cuisinier, il avait son propre resto. T'avais mangé un gros magret Ah là, mais qu'est-ce que c'est bon ce qu'il fait à bouffer. J'ai bouffé gras pendant une semaine. Je vous jure, je suis arrivé chez les parents de Mathilde, je faisais 69 kilos. Parce que je me rappelle, il y avait un training à Nanterre juste avant, c'était incroyable. J'étais à 68,9, donc ouais, 69. Et je suis arrivé à ISN, je faisais 74, un truc du genre. Et du coup, je me sentais gras comme un cochon, ou comme un canard, du coup. Et du coup, je me sentais mais hyper vide d'énergie et tout. Et c'est pour ça que j'ai... Mais après, voilà, t'avais aussi Vincent derrière qui a assuré de fou. Donc non, c'était trop bien. En fait, l'ambiance était folle et tout. On est pris au sérieux. On avait des Red Bull, on avait à bouffer gratis, hein, y a pas de souci. T'avais un t-shirt que j'ai toujours. Je me suis senti hyper bien accueilli, tu vois. Et puis même Mathilde, elle a pu venir avec moi dans la partie athlète. Franchement, c'était top. Non, on veut pas savoir ce que vous avez fait dans la partie athlète. Hein. Mais oui, voilà, franchement, c'était top. Et puis après, ISN 2, c'était encore mieux. Moi, je n'ai pas participé. C'était encore mieux. Le seul bémol que j'aurais mis, c'était que j'aurais aimé être juste devant les gradins pour pouvoir filmer. On avait pris place VIP. C'est que nous, on avait des places VIP. Et moi, j'aurais aimé que les places VIP, elles soient devant la scène. Ouais. Voilà. Ça aurait été mieux, quoi. Ouais. Ils l'ont compris, du coup, parce qu'on l'a dit, quoi. Ouais. Mais sinon, après, non, ISN, c'est vraiment top. Hein. Mais en fait, ça, c'est vrai que le truc de... je suis un athlète de haut niveau, je m'entraîne dur, et ça se trouve, je vais faire un battle contre un gamin qui a jamais fait de compète. Je fais un battle contre Eli, Eli gagne, parce qu'il a gagné le cœur du public, entre guillemets. Et c'est ça l'événement au final. Si tu participes à ISN, c'est que t'es d'accord avec ça. Si t'as les boules à la fin, c'est que t'as rien compris. T'as rien compris, parce qu'au final, c'est pas le meilleur qui gagne à ISN. C'est pas du tout le meilleur. C'est pas le meilleur qui remporte le trophée. Sinon, Enzo, il aurait gagné contre Bonilo. Et dans plein de battles, machin aurait pu gagner contre machin, etc. Totalement. C'est parce qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a le niveau, il y a le style. Il faut être le chouchou du public, quoi. Comment tu veux juger un battle 4 contre 4 avec 4 monstres? C'est un enfer, c'est un spectacle. Et au final, cette compétition, c'est un spectacle. C'est une compétition spectacle, au final. Et en fait, au final, au début, moi, j'avais du mal avec ça. J'étais en mode, ouais, mais putain, fait chier pour les athlètes de haut niveau, du coup, parce que c'est pas le meilleur qui gagne, etc. Mais au final, on s'en fout. On s'en fiche. Parce que c'est ça qui fait que ISN, c'est unique. Ouais. C'est parce que les règles sont uniques. Voilà. Tu trouveras jamais ça ailleurs. Le point, il est pas là. Le point, il est de rassembler. Il est pas de diviser, en fait. Et c'est ça qui est bien. Et du coup, là, ISN 3 est annoncé demain. Bon, du coup, tu verras comme tout le monde. Mais les gars, juste, ça va passer dans une autre dimension. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte de voir les athlètes aussi. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, on pensait à quoi quand on pensait à grosse compète de street? On pense au FIBO, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de monde. FIBO. Mais on pense surtout à la SWAB, tu vois, dans l'amphithéâtre, etc. Bon, cette année, ils font plus dans l'amphithéâtre, ils vont faire ça dans une salle de sport, mais je pense que quand même avec les lights et tout, la gueule, ça peut être stylé. Ça fait style mais JO. au final, là, cette année, avec ISN va mettre une énorme claque à la sub. Et c'est ça qui est génial au final. C'est que là, les Espagnols, là, les toreros, là, on va les exploser. Et au final, on va sûrement retrouver aussi une ambiance stade, une ambiance aussi avec les face-off la veille, justement, pour annoncer les battles, etc. Un truc qui sera vraiment qualitatif, etc. Et on attend surtout du monde, parce que les éditions passées ont tellement fait parler. Et vraiment, je crois, la vidéo, un petit Reels qui était sur Insta, où c'était un petit récap où on voit Eli porter le trophée, ça fait 500 000 vues pour des dizaines de milliers de likes. Alors que ça cible des ultra passionnés de street. Hein. Oui. Tu vois, là, c'est pas n'importe qui regarde ça, tu vois. C'est que c'est niché dans notre sport et c'est ça qui est incroyable. Donc si on arrive à remplir, Puis en vrai, c'est une fierté pour notre beau pays parce que
au final, quand tu regardes bien les événements français, à part le Rasso NS ou Rasso TZ à l'époque, et encore, c'est organisé en 2 spi, il n'y a même pas plus d'organisation que ça. Et c'est ça qui est flippant, c'est que ça en faisait un des meilleurs événements de l'année, alors qu'il n'y avait pas d'orga. Aujourd'hui, comme compétition, bonne compétition en France, il y a quoi ? Il y a SWF, Street Workout Festival, et globalement rien d'autre. Bah, c'est tout. Même le championnat de France n'arrive pas. Bah ouais, les championnats de France, il n'y a personne qui est intéressé par ça. Ouais, il y a pas grand-chose. Après, il y a des compétitions qui essaient de bien faire, mais il n'y a pas énormément de niveau. Je pense notamment aux compétitions vers Brest et tout, là, vers chez toi. Il y a des bonnes compétitions avec Gravijo, avec Jolan qui essaie de faire des trucs. Mais il n'y a pas énormément de hype qui se tourne là-bas, peut-être parce que c'est trop loin aussi, je sais pas. Ouais. Mais oui, il y a quand même des beaux trucs qui se font. La GABT, la GUIC. En Normandie, ils ont créé un truc là. À District, à Caen, ils ont fait une compète il n'y a pas si longtemps. Il y a des petits trucs comme ça, mais on parle pas de l'envergure de la scope. C'est ça, et puis après, FIBO. T'as des événements aussi qui partent, qui ont une bonne promesse de base et qui au final sont organisés par des connards aussi. Enfin voilà, ça. Ah bah oui, ça, je vais pas lâcher des noms, mais Raven Bars. D'accord. Je déteste le gars qui organise Raven Bars. D'accord, bah écoute, on l'embrasse. Non, mais chier sur les athlètes qui sont censés venir alors qu'on ne pouvait pas venir parce qu'on s'est fait dégager notre billet de train ou je sais plus quelle connerie, et chier sur les athlètes au micro dans la salle elle-même où est censé se passer la compète. Cet enfoiré, j'ai envoyé... Alors là, je m'énerve, attention. Cet enfoiré, j'ai envoyé un message sur Insta. En plus, j'avais regardé son compte. Il y avait écrit « Story à la une », développement personnel 1, développement personnel 2. En général, ceux qui se la pètent avec le développement personnel, c'est des gros connards. Et bah, parfait, parce que je lui ai fait un message hyper sympa où je l'insultais pas du tout. J'essayais juste de m'expliquer avec lui et de lui expliquer la situation. Il m'a lâché un vu. C'est la seule... Je supprime toutes mes conversations. C'est la seule conversation que je garde. Est-ce que ça, ce comportement de, entre guillemets, de l'âge, de pas répondre, ouais, c'est ça. Alors que tu t'es déplacé, tu as voulu participer, etc. Il y a eu de l'engagement de ta part. Ouais. Alors ça me gave. Ça. En fait, dénigrer des athlètes qui n'ont rien demandé, tu vois, qui voulaient juste venir pour participer et kiffer, ça m'énerve. Mais écoute, en vrai, je peux comprendre justement cet énervement. Moi, je l'avais ressenti dans une compète. Le championnat d'Europe. Ok, ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas toi qui étais venu, c'était il y avait quelques personnes. Moi, je crois que j'étais même pas dans le street à l'époque. Ils étaient en 2020, 21, 22, 23. Ah bah si, mais je te connaissais pas, je pense. Championnat d'Europe, le mec a levé, il a levé combien déjà ? 1,5 million d'euros ou 1 million d'euros. Il a fait copain avec un député européen. J'ai sa carte à ce député-là. C'était ce député-là européen, c'est un Italien. Il se promenait toujours avec une petite meuf des pays de l'Est. Elle devait avoir genre 20 ans. Lui, il devait en avoir 50 ans. Ça faisait un peu mafieux. Oui, ouais. Et c'est lui qui a dû accorder les droits pour financer ça. Ok. Le mec qui a récupéré ce pognon-là, je dirais pas qui c'est, mais parce que bon bref, je dirais pas qui c'est. Il a récupéré ce pognon-là pour en faire un gros event. Il s'est dit bah tiens, je vais faire un championnat d'Europe. Donc il y aura chaque fédé des pays vont créer une équipe, etc. Donc l'idée est trop bien. L'idée sur le papier, elle est trop bien. Ouais, sur le papier. Tu vois. Ok. On loue une salle. La salle, je crois que c'est 100 000 balles la location. Donc la salle, elle est immense. Ok. Donc il y a du street freestyle, mais il y a aussi CTN Rev, street lifting, etc. Okay. Il y a toutes les catégories possibles. Et au final, il n'y a aucune com qui est faite. Nous, je crois, il y a quelques billets d'avion qui sont payés quand même, etc. Par contre, on dort dans un camping en plein hiver, dans des bungalows à peine chauffés. Et pour la bouffe, c'est la meuf du mec qui fait des wraps dans sa cuisine et qui arrive à la bourre, les quantités sont minimales et qui apporte ça au camping. Où part l'argent ? Dans une salle à 100 000 balles, est-ce qu'il y avait besoin ? Non. Parce qu'il y a... c'est une salle, tu peux accueillir des milliers de personnes. Mais il n'y avait personne, il y avait juste nous et ceux qui accompagnaient. Tu peux faire un live de malade. Tu peux faire des trucs de ouf avec 1 million.
Même avec un demi-million, ça passait. C'est abusé. Moi, tu me donnes 1 million, je te fais un event de gros ports. Bah oui. J'ai même pas besoin d'1 million pour faire un event de gros ports en street. Il y a des gens, ça fait du développement personnel, mais en fait, ça chie sur tout le monde. Hein. C'est terrible. Parlons des jambes. Allez. Parlons des jambes en street. Dans le sujet. Parce que je sais que tu voulais en parler, ça te tient très à cœur, t'étais bouillonnant comme ça. Tiens, Matt, faut que j'en parle. Non, je rigole. Parce que j'ai fait un podcast avec Gwen, qui est mon coach, sur mon podcast. Un épisode, c'était il y a 2-3 mois. Et il sort une punchline que moi, du coup, j'ai mis en avant sur mes réseaux. Comme ça faisait réagir. Bah, ça fait des vues. Hein. Et je tiens à le rappeler, mon podcast, il est là pour qu'on puisse s'exprimer. Des fois, il dit des trucs, je suis pas d'accord avec Axel. Comme je peux pas être d'accord avec Melvin ou Nathan ou encore Gwen ou machin. Je m'en fous, ils sont là pour balancer leurs pensées. Voilà, ils vont te dire des trucs. Après, c'est à eux d'assumer les conséquences. Si Axel il dit un truc et demain je fais un épisode avec des longues il dit non mais Axel il dit vraiment de la merde. Tant pis pour lui. Et c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Ouais. Voilà, moi je laisse la parole. Et du coup. Est-ce que tu peux remettre un petit peu en contexte le truc qui t'a fait tilt et est-ce que tu voulais répondre sur les jambes en street? Moi j'ai juste entendu ton réel là où effectivement il y avait toi et ouais parce que moi j'avais vu le truc sans contexte et du coup j'avais vu et j'ai toujours pas écouté le podcast en entier et en gros ça disait il faut bosser les legs. Sinon tu mets de côté 50% de ta capacité nerveuse. C'était un truc du genre. Et après, on est venu me donner des précisions comme quoi, apparemment, Ilyes, ça faisait qu'il n'était pas optimisé. Je veux dire que certaines personnes pourraient croire que du coup, oui, machin. Enfin, tous les gens qui n'ont pas de jambes, entre guillemets, du coup, ils n'utilisent pas genre 100% de leur capacité. Voilà. Après, c'était plus ça. C'est vrai que dans l'épisode, il dit pas genre un tel pour être 50% plus fort. Ouais. Et en fait, c'est un sujet qui m'a pas mal touché parce que de base, je sors du coup du powerlifting pendant pas si longtemps que ça, hein, pendant un peu plus d'1 an et demi, je crois. Je sais plus, ça remonte tellement. Mais en si peu de temps, j'étais quand même monté à 180 kg au squat et 175 kg au deadlift, alors que je faisais 60 kg de poids de corps. Okay. Donc je faisais x3. Et pourtant, ça va x3 pour un petit connard de 60 kg, en vrai, ça va. Un petit merdeux là. Et en fait, venant de ce sport-là, ça m'a énormément emmerdé pour la planche, pour le front. Je suis quelqu'un qui plie du coup à cause de ça beaucoup les jambes. Et en plus, qui a de base beaucoup de poids sur les jambes. Et en plus, quand tu fais des sports comme ça où tu as pris des jambes, vu que tu marches sur tes jambes, c'est très compliqué de perdre de la masse musculaire. Okay, d'accord. En fait, tu vas activer. En fait. C'est ça, tu vas fondre, ça c'est sûr, parce que tu soulèves plus les mêmes poids, mais tu vas jamais fondre plus, genre tu vois, pour atteindre des jambes du type Ilyes ou Livan, tu vois. Donc des jambes très fines, tu vois. Donc moi non. Alors par contre, attention, je reste un connard comme un autre. Voilà. Attends, je peux mettre en caleçon ou pas? Ouais, vas-y, fous-toi à poil. Vas-y. Grosso merdo. Voilà. Je suis à côté, c'est un bon beefsteak. Hein. Ouais, mais j'ai pas des jambes de bodybuilder non plus, tu vois. Moi j'ai ça, je sais plus rien faire. Mais du coup, je sais plus rien faire. Ça m'a énormément emmerdé, tu vois. Et je déconseille à quiconque qui veut faire qui veut faire de la grosse performance et vraiment être optimisé de ouf, de faire du squat, du deadlift, les leg extensions et tout. Alors moi, attention, je fais du leg extension de temps en temps, mais parce que j'ai un syndrome au genou qui fait que trop longtemps sans avoir bossé les jambes, après je m'écroule au sol même, carrément. J'ai une douleur extrême juste en marchant. Mais donc c'est la seule raison. Et en fait, derrière, oui, il y a une histoire de système nerveux qui est au niveau des jambes, mais en fait, c'est des adaptations nerveuses qui se créent pendant que tu bosses ta planche. Donc que ce soit en ligne, parce qu'en ligne, il faut que tu aies tes jambes parfaitement tendues. Straddle, voilà. Même en vrai, ADV tuck et tuck, parce que même là, tu dois pointer le plus possible, si tu veux être le plus optimisé possible. Donc il y a déjà un début de conditionnement de ton corps. Et en plus, c'est des connexions nerveuses qui font que
à un moment donné, tu as tellement pensé à tendre parfaitement tes jambes et à pointer parfaitement tes pieds que c'est ancré dans ton nerveux, dans tes connexions, et qui fait que dès que tu lances une planche, tu n'y penses même plus. Mais derrière, ça sert à rien d'augmenter le poids de tes jambes, parce que ça reste du poids sur la balance en plus. Donc oui, j'ai dit tout à l'heure que le poids, en vrai, on s'en bat les couilles, parce que si tu bosses explosif, tu peux dépasser ça largement, mais ça reste une optimisation de perdre du poids. Et en plus, au début, quand tu peux pas tant bosser que ça de façon explosive, on parlait par rapport au meilleur exercice pour le front, que moi je dis être les pull-ups, mais au début, non, c'est pas du tout le meilleur exercice, vu que tu peux pas en faire, tu vois. Donc voilà, donc en fait c'est juste ça, les jambes, en fait c'est... Je n'ai jamais entendu personne, pour prendre un sport qui est étudié, tu vois, un sport qui est, je crois au JO, en tout cas il y a des grosses compètes, c'est hyper médiatisé, tout machin, enfin il y a beaucoup d'études là-dessus, tout ce qui est marathon, cyclisme, tous ces trucs-là, il y a personne qui leur dit de faire les biceps aux mecs, hein. Et pourtant, un cycliste, tu pourrais... Parce qu'on est dans les sports d'endurance. Est-ce que du coup, ça change pas quelque chose? Je prends précisément un cycliste, même. Le cycliste, s'il a des mauvais biceps, il peut pas bien se tenir comme ça, là. Mais tu t'en bats les couilles. Parce que, en fait, c'est quand il se tient sur son vélo et qu'il s'entraîne, son biceps, ses avant-bras et tout, il se conditionne bien. Dans tous les cas, ça travaille. Ouais. Voilà. Mais derrière, il a pas besoin de faire du curl. Donc, je ne comprends pas. Okay. Ça, c'est quelque chose, tu vois. Par contre, je suis quelqu'un qui, derrière, si tu m'apportes vraiment une preuve que j'ai tort, très bien, j'ai tort. Moi, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on disait l'autre fois par rapport à la conversation qu'on avait eue, là, tu te rappelles, sur la one leg planche. Ah oui, ouais. Voilà. Mais grosso merdo, non, il n'y a pas de... Il faut avoir les jambes les plus légères et puis c'est tout. Les plus légères et puis c'est tout. Ok, mais est-ce que le fait... Moi, ça, c'est ma question. Parce que moi, j'entends les deux points de vue. Et je respecte les deux points de vue et je me dis, c'est vrai que les deux pourraient avoir raison, tu vois. Moi, je parle de ce principe-là. Et est-ce que le fait de travailler les jambes sans pour autant se dire, je veux des grosses jambes, tu vois, travailler les jambes, ce qui veut pas dire faire de l'hypertrophie à tout prix pour avoir des énormes jambes, tu vois. C'est-à-dire même travailler sans forcément aller faire des squats, etc. Justement, on en parle dans le podcast avec Gwen. Je dis que moi, je fais du vélo. Il fait justement, le vélo, c'est très bien parce que justement, tu travailles quand même tes jambes. Si tu te fais des gros cols, etc., t'inquiète pas que ça travaille quand même. Donc, le fait de travailler quand même un petit peu les jambes... Ryan, il a des grosses jambes, mine de rien. Ouais, il fait du vélo aussi, un petit peu. Il bombarde. Hein. Justement, le fait de travailler les jambes... au final, ça va quand même améliorer du coup, on va dire, ton système nerveux pour faire circuler de la force dans tout ton corps, sans pour autant énormément prendre. Tu vois, enfin, je veux dire que tu vas beaucoup plus gagner en force dans tout ton corps plutôt que prendre en jambes. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on pourrait dire, du coup, je vais prendre en jambes énormément et pas gagner énormément. Est-ce que justement, le ratio peut être différent? Je sais pas si tu vois. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme aussi quand on dit aux filles, tu peux aller à la muscu, tu vas pas trop prendre. Au final, elles prennent, tu vois. Elles prennent pas, elles deviennent pas des monstres, attention. Au final, tu prends. Donc après, moi, je pense que actuellement, c'est comme, moi, je pense que c'est le même type de débat que est-ce que en one leg front, il faut échanger la jambe de temps en temps, tu vois. Ouais. Donc au final, c'est de la nuance. Enfin, c'est ça. Est-ce que tu vois, tu prends la one leg front. Est-ce qu'il faut faire ça, alterner entre chaque série? Moi, je pense que non, parce que l'optimisation, elle est trop légère. Donc maintenant, si tu arrives à faire tes jambes de façon à ce que ça te... Est-ce que ça te plaît déjà? Si ça te plaît, fais tes jambes, tu vois. Et si ça te plaît, mais que t'as pas envie de prendre de poids au niveau des jambes, fais en sorte que tu le fasses et que ça te plaise, mais pas suffisamment pour que tu prennes des jambes. Mais dans tous les cas, je pense que tu prendras quand même un peu, mais si ça reste de façon réellement maîtrisée, pourquoi pas? Et après, oui, dans l'optimisation, dans l'idée, tu vas avoir une meilleure peut-être capacité à parfaitement tendre les jambes et les serrer. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut l'intérêt, est-ce que ça vaut le détour de se faire chier à le faire si t'as pas envie de le faire? Et surtout, est-ce que ça vaut le détour si tu prends du poids? Parce que moi, tu vois, moi j'ai du mal, du coup, parce que moi je faisais tout le temps des squats et tout machin, donc c'était de la jambe pliée et tout, donc j'ai beaucoup d'habitude à être un peu comme ça. Mais en fait, là, j'ai pas bossé mes jambes, j'ai rien fait. Et là, justement, en ce moment, je suis en train de focus pour faire bien ça et les serrer. Et j'ai pas besoin de taffer les jambes pour le faire, tu vois. Donc,
Moi, je pense que c'est plus une question de si tu as envie de bosser les jambes en même temps, vas-y. Je peux, entre guillemets, être la preuve que tu peux avoir des jambes pas de canard et performer à un niveau qui reste convenable. Tu vois, la question, c'est est-ce que ça pourrait t'apporter un pourcentage de force que tu n'aurais pas si tu travailles pas tes jambes? Moi, je sais que si je sais que si, pour vraiment répondre vraiment, si je me mettais à bosser les jambes là, comme le réel l'entend et comme tu l'entends là, je me foutrais en l'air. Mon niveau il déglingolerait. Okay. Mais vraiment, genre. Parce qu'il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que si c'est pas quelque chose que tu fais de base, ton corps il y est pas habitué. Tu vois. Moi, j'ai voulu reprendre les pecs il y a pas longtemps et je les ai repris à la même cadence que je faisais à l'époque. Sauf que ça fait extrêmement longtemps que j'avais pas bossé les pecs. Et en fait, ça m'a déglingué. Ouais. Tu vois. Donc, si tu fais pas les jambes de base, t'emmerdes pas la vie. Tu les feras quand tu pourras plus performer. Moi, j'ai hâte de refaire les jambes. Hein. Faire les jambes, c'était ma séance préférée quand j'étais en muscu. Okay. Et j'ai hâte de vers 35, 37 ans. Je pense que la perf, j'en aurais eu ma claque. Tu vois, je continuerai à faire mes planches et tout machin et à kiffer avec ce que j'ai. Mais j'irai pas chercher des trucs de Zanzibar. Tu vois. Et je me remettrai à faire un peu plus, déjà du handstand. J'essaie de progresser là-dedans. Et je me remettrai à faire les gibboles. Mais si les gens, c'est pas un truc que tu fais actuellement, ça sert à rien, tu vois. Ryan, il les fait, mais parce que ça fait depuis longtemps qu'il fait du vélo. Et faites comme moi, Ryan, faites du vélo si vous voulez vous faire kiffer. Ouais, en plus c'est cool le vélo, c'est un moyen de... Tu vois, moi je trouve que les deux bons moyens de perdre du poids, à la limite, ça va être le vélo et la marche. Et par contre, je déteste tout ce qui est cardio-course. Okay. Parce que, en fait, ceux qui n'ont pas de... Si on analyse bien... ceux qui courent, ceux qui font vraiment de la course en endurance et qui ne font pas de sport de force à côté, de musculation ou je ne sais quoi, ils ont tous une bidoche là. Parce que le corps il se met en mode économie d'énergie. Ah ouais, tu trouves que... Ok, ben moi je pensais que c'était des gens ultra secs justement. Eh ben non, justement, c'est pour ça que je te disais que j'aimais bien regarder tout ce qui était Nassim Saïli, c'est qu'en fait, il expliquait à un moment donné, via des études, que en fait, ton corps il se met dans une sorte d'économie d'énergie. Passer un certain faut que tu cours tous les jours, que ce soit vraiment une grosse partie de ton entraînement. C'est comme Axel, il aime bien faire ça. Je lui ai dit oui, il fait ça 2-3 fois par semaine grand max, c'est pas trop longtemps à chaque fois. Par contre, si tu commences à préparer un marathon et que tu veux être fort en street en même temps, tu vas être emmerdé. Tu vois, en fait, ça va te mettre un plateau de stagnation dans ta perte de poids. Après, si t'es comme moi pendant longtemps ces derniers temps et que tu t'en battais les couilles de ton poids, oui, cours. Si ton corps il se met en économie d'énergie, il se mettra pas en économie d'énergie, t'as déjà un surplus. Même si t'as l'impression que je suis sec parce que les planches et tout machin, j'ai tout dans les jambes et dans le ventre. Et dans les joues. Et dans le cul. Je suis gros des joues. Ah ouais? Ouais, moi t'as un visage assez épais. J'ai un visage, merci. Non mais c'est mignon, c'est mignon. Ah mais moi je prends des joues terriblement. Ouais. Et par contre, un des premiers trucs qu'on voit sur moi, c'est épaules, bras et abdos. Mais par contre, le bas des abdos, c'est là où je stocke aussi. Mais vraiment le bas. Mais le haut, on le voit nickel. Et là, en dessous du nombril, c'est horrible. Et les jambes, je prends de fou. On a vu ça du coup avec un très joli caleçon. Axel, j'ai envie de te dire merci déjà pour le podcast. Mais merci à toi de l'invitation. C'était sympa de s'en refaire un après si longtemps. Je pense que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, ça c'est clair et net. Et la petite position. Tu auras à peu près 1h40, 1h50 de trucs. Il nous reste 6 minutes d'enregistrement. Je pense que c'est déjà très bien. Mettez-nous un petit commentaire si vous voulez qu'on refasse un épisode et n'hésitez pas à mettre aussi des idées de sujets. Parce qu'avec Axel, on bombarde, là, on peut parler toute la soirée. Oui, là on aurait pu continuer longtemps. Voilà. Et c'est pas parce que je dis que le gars qui a fait, je viens d'y penser, mais le gars qui a fait Raven Bars, c'est mon expérience à moi. Hein. Ceux qui le kiffent, continuez à le kiffer. Hein. J'ai pas expliqué ce qu'il a fait et tout machin. Chill. Voilà. Juste que moi, j'aime pas ça. C'est tout. C'est comme pour les championnats de France, ce qu'on avait discuté. Hein. Toi, t'as un très bon avis de cette personne et moi, j'avais un très mauvais avis. Ah oui. À l'ancienne, vous connaissez pas. Voilà. Vous ne connaissez pas. Et voilà. Tant que la personne vous a rien fait, continuez à... Sauf si c'est vraiment un connard, mais universel. Ouais. Faites-vous votre propre avis. Exactement, s'il vous plaît. Axel, il pourrait me dire, putain, Daylong, c'est un gros enculé, je le déteste, ce mec.
Qu'est-ce que j'adore. Moi, du coup, si j'adore Daylong, je vais faire ok, si tu veux, Axel, t'as eu ton expérience à toi. Moi, ça va rien changer. J'adore Didi, tu vois. Ouais, bon, chacun son expérience avec les gens. Ouais. Ouais, il me donne beaucoup de retours sur mes vidéos YouTube Daylong. Ah ouais. J'adore, ouais. Bah déjà, dès qu'il réussit un truc à l'entraînement, il envoie la vidéo à Daylong avant de poster en story pour redire. Oui, bah, c'est des maltaises. Mais ouais, Axel, parfait. Merci beaucoup et je pense qu'on va souhaiter du coup un agréable training à tout le monde. Ouais, bon training et abonnez-vous. Abonnez-vous et à la prochaine.